avec Lions contre Vikings. Bon, bah deux équipes sur qui a priori on ne comptera pas en playoff. En début d'année, parce que oui, je l'ai pas dit, bon, les Titans, parce que depuis tout à l'heure vous êtes là, ouais, donc le mec visiblement, il avait prévu que les Niners ça se casserait la gueule, hein, c'est facile à dire. Je vais pas vous mentir, moi je pensais que les Texans allaient gagner les AFC South malgré le trade de DeAndre Hopkins. Donc je me suis quand même bien méchamment foiré sur l'AFC AFC South Sud. Je me suis quand même bien foiré dessus. Parce que les Texans sont grave dans la merde et que ça va clairement se jouer entre les Titans et les Colts. Et j'étais assez middle sur les Colts, qui était clairement la darling de tous les fans là pendant la pré-saison. Ça parlait que des Colts, les Colts. Moi j'étais là doucement sur les Colts. Certes, ils ont upgrade le quarterback, mais enfin bon, on en parlera tout à l'heure des Colts, parce qu'ils jouent les Ravens, c'est quand même un énorme match. Donc Lions Vikings, clairement les Vikings, moi j'ai pas compris leur off-season. J'ai pas compris. Et je trouve qu'ils la payent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont complètement, et ce depuis 2 saisons, complètement affaibli leur défense, quoi. Complètement affaibli leur défense, particulièrement le secondary, quoi. Je comprends pas les moves du GM concernant la défense des Vikings, et il le paye cash aujourd'hui. Je veux dire, certes, Kirk Cousins, il lance interception sur interception, mais putain, le mec, il est obligé de faire 60 lancers par match. La défense, c'est du Gruyère. Il est tout le temps mené. Tu m'étonnes qu'il lance la balle dans des tight windows et que ça se finit en interception. Donc je comprends pas. L'off-season des Vikings. Je trouve qu'il y a clairement une répercussion entre les moves qu'ils ont fait cette off-season concernant la défense et sur leurs résultats actuels. 2 victoires, 5 défaites, hein, donc globalement c'est naze. Extrêmement étonné de leur victoire contre les Packers. Hein. Bien que ce soit une équipe physique, comme j'ai dit en début de podcast, faut pas déconner, Vikings contre Packers, je m'attendais à ce qu'ils se prennent une rouste. Donc voilà, j'ai vraiment du mal à comprendre. C'est peut-être pour eux l'occasion de lancer une bonne petite série, parce que clairement les Lions, c'est les Lions de Matt Patricia, quoi. Matt Patricia qui est un des multiples coachs qui va venir s'ajouter à la liste des disciples de Bill Belichick qui ne marche pas en tant que head coach. Parce qu'à un moment donné, il va falloir se mettre dans la tête que Bill Belichick, il a un fonctionnement tellement particulier, putain. Déjà, c'est lui le GM, ce qui n'est pas le cas de ces coachs qui viennent du groupe de Belichick. Matt Patricia, c'était le coordinateur défensif des Patriots de Belichick, sur toute la deuxième partie de la dynastie Patriot. Faut savoir que Bill Belichick, il est GM, il est coach, il est tout chez les Patriots. Il gère tout. Et tout le monde fait l'erreur, j'ai l'impression, de recruter ses coordinateurs offensifs ou défensifs et de se dire « Yes, j'ai le nouveau Belichick ». Non, t'as pas le nouveau Belichick, t'as le mec qui s'occupait de sa défense. C'est pas pareil. Putain, c'est une goutte d'eau dans l'océan de ce que peut faire Bill Belichick pour les New England Patriots. Donc les Lions, fidèles à eux-mêmes, donc ils sont à 3 et 4, c'est pas surprenant, c'est une équipe qu'on voyait aux alentours de 500, moi je les voyais même un peu moins bien. Matt Stafford, sous-côté, le pauvre, comme d'hab, on lui a mis une équipe de merde autour de lui, donc il galère, il se démerde comme il peut, il lâche un dernier drive contre Atlanta magique, on s'en souvient, avec touchdown à la dernière seconde, ça leur permet de gratter une victoire, sinon il serait à 2 et 5. C'est les Lions, quoi. C'est mal géré, ça draft mal. Je comprends pas ce qu'ils font au poste de running back. Ils ont drafté un running back au 2e tour. J.K. Dobbins. C'est J.K. Dobbins ou c'est lequel qui est allé chez les... Je vérifie. J.K. Dobbins, c'est les Ravens, c'est bien ce que je pensais. Ah, c'est qui? Jonathan Taylor, il est allé chez les Colts. Running back, je vous le fais en direct. Putain, vous avez sûrement la réponse. Running backs. Detroit Lions. DeAndre Swift, pardon.
C'est vrai. DeAndre Swift. Donc, ils ont drafté DeAndre Swift, mais ils font jouer Adrian Peterson. Mec à 38 ans. Ok, d'accord. Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas cette équipe. Matt Patricia a un record, je crois, je l'ai pas sous les yeux, il me semble de mémoire que c'est 12 victoires, 26 défaites, un nul. Oh la vache, putain. Mais on sait même plus chez Détroit ce qu'il faut faire. C'est terrible, je veux dire, Matthew Stafford, on a envie de le sortir de là et de le foutre dans une autre équipe et de dire mec, kiffe ta fin de carrière, vas-y, pars-toi de là. C'est un champ de ruines, c'est une équipe que j'adore, les Lions, parce que bah voilà, ils galèrent depuis tellement d'années qu'on a envie de les voir s'en sortir, mais ils font rien pour. C'est terrible. Je veux dire, Patricia, il est arrivé, il a recruté plein de mecs, des anciens Patriots, Trey Flowers. Je comprends pas. Il trade Darius Slay, mais qu'est-ce que vous faites, les gars? Jeff Okuda, qui nous fait une première saison pas mal, pas ouf. Et en même temps, l'environnement est pas propice, quoi. L'environnement est juste pas propice. Donc voilà, Lions-Vikings, pour le coup, c'est pas un match sur lequel je vais vraiment m'attarder. Je pense que vous non plus, sauf si vous êtes fan. Je suis désolé si vous êtes fan. Hein. C'est une bonne saison de merde pour les deux clubs. Un peu d'espoir chez Détroit. J'ai vu en plus cet été qu'il y avait pas mal d'observateurs qui croyaient en Détroit. Bon, c'est vraiment dur pour Matthew Stafford. C'est tout ce que je peux dire parce que c'est un super quarterback. Qui justifie totalement le fait d'avoir été choisi numéro 1 de draft et qui malheureusement est tombé dans une franchise dysfonctionnelle. Voilà, tout simplement. Une franchise dysfonctionnelle, un peu comme peuvent l'être les Jets, mais bon, les Jets, j'ai envie de dire, c'est x 1000, hein, parce que c'est... Je sais même pas si le mot bordel résume bien la situation des Jets. Faudrait inventer un nouveau mot, genre... pour leur situation, c'est affligeant. Enfin voilà, Lions-Vikings, ouais, les Vikings pour lancer quelque chose, mais est-ce qu'ils y croient vraiment? Les Lions, pareil, lancer quelque chose, mais est-ce qu'ils y croient vraiment? C'est compliqué, c'est décevant. Je pense que chez les Lions, il faut mettre un gros coup de balai et repartir à zéro. Ça inclut le coach. Et je pense chez les Vikings que Mike Zimmer, alors tout le monde l'adore. Hein. Mike Zimmer, c'est incroyable. Dans la ligue, j'ai vu Aaron Rodgers lâcher une déclat sur Mike Zimmer. C'est un super bon coach. Tu m'étonnes. Je pense pareil que Mike Zimmer est un peu surcoté et que c'est un coach défensif et que la défense des Vikings, elle n'est pas au top, ni l'année dernière, ni cette année. Donc voilà, je préconise le coup de balai pour ces deux franchises. Maintenant, on verra ce que ça donne ce week-end. C'est deux quarterbacks que j'aime bien, Kirk Cousins, parce que je trouve qu'il a toujours pris trop cher dans les médias, enfin plus que ce qui était mérité. Et Matthew Stafford, parce que le pauvre, il est dans une franchise qui est une espèce de bordel permanent, alors qu'il a un talent fou. Voilà. On enchaîne avec Panthers contre Chiefs. Très intéressant ce match. Attention, je sais pas pourquoi, mais ça pue le match piège ou je rêve? Ça sent le match piège à plein nez pour les Chiefs. Alors, évidemment, hein, comme d'habitude avec les Chiefs, ça sent le match piège à plein nez, ça peut également finir en 42-19. Hein. On connaît la musique. Hein. Non, je pense que le truc à dire sur les Chiefs, c'est que leur défense, elle est au top. Je crois qu'ils sont à 19 points encaissés par match en moyenne. Top 5 NFL, un truc dans le genre. Vous vérifierez les stats, je les ai pas sous les yeux, je fais vraiment le podcast un peu à l'arrache aujourd'hui. Non, vraiment la défense des Chiefs, elle est là, elle est en place. Il y a toujours ce problème à défendre le run, mais Steve Spagnuolo a vraiment trouvé des schémas défensifs super intéressants. Parfois, il joue avec seulement 2 linebackers et 5 mecs dans le secondary, dont 3 safety. Très bonne saison au passage de Daniel Sorensen. Qui était beaucoup critiqué chez les poteaux d'Arrowhead Pride et qui sort une super bonne saison. Le backfield est vraiment fort. Je trouve que l'association entre Juan Thornhill, qui malheureusement s'était fait les croisés en fin d'année, et Tyrann Mathieu, c'est top niveau en termes de duo de safety, vraiment top niveau. Charvarius Ward qui fait le taf au poste de cornerback, ils ont récupéré Breland, il y a L'Jarius Sneed qui avait fait un très bon début de saison et qui va bientôt revenir de blessure. Non, il y a vraiment du bon. Chris Jones,
On parle énormément d'Aaron Donald, de Fletcher Cox pour les nose tackles. Quand est-ce qu'on mentionne Chris Jones comme un des meilleurs joueurs défensifs de la ligue? Pour moi, Chris Jones, j'ai pas peur de le dire, il est au niveau d'un Khalil Mack. Peut-être pas d'un Aaron Donald, parce que Aaron Donald, le mec, il est en double team toute l'année. Il faut savoir que Chris Jones aussi, quand même. Et puis Aaron Donald, tout simplement, il pourrait être MVP de la ligue. Donc Chris Jones n'en est pas là. Mais c'est un top joueur. C'est un excellent joueur et clutch en plus. Clutch en plus de ça. Au niveau de leur ligne offensive, ils font un peu du bricolage des Chiefs en ce moment. Il y a pas mal de blessés. Il y a Mitchell Schwartz, le right tackle, qui est blessé, alors qu'on le sait, c'est un All Pro top niveau. Mais malgré tout, ça tient. Ils sont à 7 victoires, une défaite. Tout va bien pour eux. Ils ont rajouté Le'Veon Bell, mais c'est clairement pour qu'il soit numéro 2, voire numéro 3. Le numéro 1, ça reste Clyde Edwards-Helaire, qui fait un super bon début de saison. Bref, chez les Chiefs, tout est au beau fixe. Même Patrick Mahomes s'est rappelé au bon souvenir des votants MVP en jouant les Jets. Comme quoi, c'est quand tu joues des équipes de merde, c'est quand même plus facile de se mettre en valeur. Salut Carson Wentz. Gratos le tacle. Non, mais tout va bien chez les Chiefs. Néanmoins, petit match piège pour moi, parce que les Panthers, je suis très agréablement surpris de cette première saison de Matt Rhule. Coach offensif. Alors ça se traduit pas par une explosion de points, mais je trouve que ce qu'il a mis en place, c'est vraiment très intéressant au niveau des schémas offensifs qu'il peut proposer chez les Panthers. Niveau de la défense, c'est un peu là où le bas blesse, notamment au niveau du pass rush, notamment au niveau du nose tackle, c'est-à-dire qu'à part Kawan Short, il n'y a pas grand monde. Il n'y a vraiment pas grand monde. Ils souffrent beaucoup des départs de Luke Kuechly, qui était leur leader quand même. Il y avait également Thomas Davis qui était un des leaders. Ça manque de leader défensif chez les Panthers, et je pense qu'une bonne partie de leur défaite est due à ça. Maintenant, au niveau de l'attaque, c'est assez intéressant ce qu'ils proposent. Malgré cette défaite contre les Falcons, j'ai toujours dit depuis le début de saison que les Falcons sont bien meilleurs que leur record ne le laisse penser. Les Panthers, c'est pas mal ce qu'ils proposent. J'ai beaucoup aimé pendant l'off-season, j'ai beaucoup aimé le recrutement de Robbie Anderson, qui pour moi est un des meilleurs deep threats de la ligue, une des meilleures menaces donc sur les longs lancers, sur les deep balls. C'est vraiment y a un bon alliage, quoi. Il y a un bon alliage entre Robbie Anderson, entre Curtis Samuel et Christian McCaffrey qui revient, mais en son absence, une des grosses surprises pour moi de ce début de saison, c'est Mike Davis, ce running back très puissant, très physique des Panthers, qui a complètement fait le taf en l'absence de Christian McCaffrey, et je pense qu'avoir les deux, maintenant, ça peut être un vrai atout. Maintenant, évidemment, la question des Panthers pour cette saison, c'était Teddy Bridgewater. Est-ce qu'il a le niveau déjà physique pour jouer toute une saison? Il est en train de répondre par la positive. Et est-ce qu'il a le niveau pour être un franchise? Et il est en train de le prouver. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'évidemment, Teddy Bridgewater, on connaît son histoire. Le mec, à un moment donné, on s'est demandé s'il pourrait rejouer au football. On s'est même demandé s'il pourrait remarcher à un moment. Donc l'histoire, elle est magnifique. C'est un game manager, clairement. C'est pas un gunslinger, c'est pas Philip Rivers. Le mec, c'est un game manager. Maintenant, pour moi, ça a jamais été une insulte. Je pense à Alex Smith, où tout le monde disait que c'était un game manager. Ok, c'était un game manager qui gagnait des matchs, quoi. Et qui emmenait son équipe en playoff quasiment chaque année. Donc, chez les Chiefs en tout cas, pas chez les Niners, qui étaient très dysfonctionnels à l'époque. Parenthèse fermée. Donc oui, Teddy Bridgewater, c'est plutôt un game manager. C'est sûr que tu regardes Teddy Bridgewater en train de jouer au football, t'en prends pas plein les yeux. Maintenant, pas trop de turnover. Il distribue bien la balle. J'ai dit que j'aimais bien la signature de Robbie Anderson et j'ai dit Curtis Samuel, pardon, mais c'est DJ Moore qui est en train d'émerger en tant que receveur numéro 1 ou 1 bis. C'est un peu des 1 bis les deux, Anderson et Moore. Donc il y a vraiment quelque chose de sympa en attaque et Bridgewater fait complètement le taf. Maintenant, la question pour Bridgewater, ça va être la même que pour Garoppolo, c'est
est-ce que tu peux euh, espérer quelque chose dans ta division, puis ensuite dans les playoffs, puis ensuite un éventuel Super Bowl si tu as le quatrième quarterback de ta division. Parce qu'il est dans la NFC South, qu'il a donc Matt Ryan, qui est clairement supérieur à Teddy Bridgewater, Drew Brees, Tom Brady. Donc voilà. Donc là, on prend 2 secondes, on souffle. Si on est fan des Panthers et on se dit, ok, on fait comment J'ai pas la réponse. Je préfère vous le dire. C'est-à-dire que là, ça veut pas dire qu'il est mauvais, encore une fois. C'est comme pour Garoppolo, mais putain, t'as Tom Brady, Drew Brees, Matt Ryan dans ta division. Waouh! Waouh! C'est. Putain, encore une fois, quoi. Tu vas avoir 6 matchs dans l'année où, là, pour le coup, il y a un vrai écart, quoi. Il y a un vrai gap entre ton quarterback, Teddy B, et les autres. Donc, est-ce que finalement, c'est pas un bridge quarterback, Bridgewater, sans mauvais jeu de mots, dans le sens où il va faire le pont entre l'époque Cam Newton et le quarterback du futur qui sera soit drafté, soit chopé en free agency, je ne sais pas, pour les Panthers. Ce qui est sûr, c'est que c'est une bonne équipe, que Matt Rhule a mis en place un bon programme et que du coup, ils vont gagner des matchs et qu'ils ne seront pas en position à la prochaine draft pour drafter un quarterback, a priori. Donc, va falloir construire autour de Teddy Bridgewater, jouer le jeu, lui faire totalement confiance et se rappeler quand même que Teddy Bridgewater, avant, on connaît tous l'histoire du workout de Teddy Bridgewater avant la draft, où c'est tout simplement un des pires workouts de l'histoire. Et on pose souvent la question au GM et aux scouts, est-ce que le workout des quarterbacks avant la draft est vraiment important? Et tous ils répondent que non, parce qu'ils ont suffisamment de tape pour juger les quarterbacks sur leur saison universitaire. Et que voilà, ce que fait le mec à l'entraînement, même s'il y a du monde, il y a des journalistes, il y a des scouts, etc. Et il va faire 80 lancers en suivant un script bien précis. Ça les intéresse pas tant que ça. Enfin, ils vont pas downgrade le mec ou l'upgrade plus que ça. Teddy Bridgewater, pour le coup, il a été tellement horrible lors de son workout avec Louisville qu'il a fini 30e de la draft. Mais qu'avant cela, il était annoncé comme le meilleur quarterback de sa QV. Et comme un mec qui était top 10, quoi qu'il. Donc, il faut quand même se souvenir que ce mec a eu du talent, que ce mec a connu du succès avec les Vikings, et donc c'est pas une tanche. Il est pas mauvais, Teddy Bridgewater. Et je suis persuadé que, comme est en train de le faire Matt Rhule d'ailleurs, tu mets en place autour de lui des bonnes pièces offensives. Je pense qu'il faut un peu renforcer l'offensive line. Un bon roster, tu peux faire quelque chose avec Teddy Bridgewater dans la NFL. Donc il y a des motifs d'espoir. Est-ce que c'est suffisant pour taper les Chiefs? Je sais pas. Je pense que pour autant, il y aura match. Mais donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que peut y avoir un petit upset possible des Panthers sur les Chiefs cette semaine? Ça va quand même être assez compliqué. Je pense que les Chiefs, on est clairement sur l'une des toutes meilleures équipes de la ligue, si ce n'est la meilleure. Tous les feux sont au vert ou presque côté Kansas City. En plus, ils seront à domicile. Bon, le stade n'est pas plein, mais ça compte quand même. Mais en tout cas, voilà, je pense que le truc à ressortir de ce match, c'est peut-être de se focus un peu sur Teddy Bridgewater et voir ce qu'il peut faire contre cette défense des Chiefs, qui vraiment, je le répète, est très sous-cotée d'après moi. Et on est vraiment sur une équipe extrêmement bien balancée, comme on dit, entre guillemets. Où l'attaque est presque, enfin, sans doute un peu meilleur que la défense, mais ils ont trouvé une défense, les Chiefs. Ils ont trouvé une vraie défense, et d'ailleurs, si on regarde bien sur leur run qu'ils font l'année dernière jusqu'au Super Bowl, c'est aussi parce que la défense se réveille. Et parce que des leaders comme Frank Clark, qui est incroyable encore cette année, notamment contre le run,
même si ça se voit pas trop au niveau des stats, mais vraiment il est très très fort contre le run. Il y a Frank Clark et il y a aussi Tyrann Mathieu, bien évidemment, qui sont des leaders vocaux, qui sont des leaders par l'exemple et qui sont tout simplement aussi des joueurs de talent. Voilà, faut le dire, il y a beaucoup de talent dans cette équipe des Chiefs. Donc ça va être compliqué pour les Panthers, mais c'est quand même un bon petit match à suivre. Et je sais pas pourquoi, ça sent le piège. Ça sent le piège pour les Chiefs. Maintenant, il y a pas mal de matchs sur le calendrier des Chiefs où on se dit ça sent le piège et ils finissent quand même par foutre une branlée. Donc ne pas non plus tirer de conclusions trop lourdes concernant les Panthers si ça finit en branlée. Je pense que voilà, les Chiefs sont quand même largement supérieurs aux Panthers. Mais j'attends votre avis vraiment parce que je sais pas pourquoi ce match-là m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'est en train de construire Carolina et c'est une équipe à suivre en tout cas, je pense, dans les années à venir. On va basculer sur AFC South, Texans contre Jaguars. Bon, euh, je l'ai dit dans ce podcast, je me suis complètement foiré moi sur mes pronos concernant l'AFC South parce que je pensais que les Texans sur les épaules de Deshaun Watson pouvaient quand même gagner cette division. Alors Bill O'Brien a fait vraiment de la merde, je pense qu'on peut le dire. Il s'est pris cette deuxième casquette de GM. En fait, il a voulu. C'est lui aussi, il vient de l'école Belichick, hein. C'était le coordinateur offensif de Bill Belichick. Un des rares d'ailleurs qui a osé gueuler sur Tom Brady. Tapez Bill O'Brien, Tom Brady dans YouTube, vous allez tout de suite tomber dessus. C'est assez. Non, mais c'est assez prenant, quoi, de voir Tom Brady se faire gueuler dessus par un mec. Bon, quand même, quoi. Et donc, Bill O'Brien, il a voulu prendre la casquette du GM. Ça a foiré dans les grandes largeurs. Il y a ce trade de DeAndre Hopkins qui est absolument abominable euh, cette saison. Donc DeAndre Hopkins contre David Johnson et un second round pick, donc un pick de deuxième tour. Donc clairement, bah, la banane du siècle, hein, signé à Arizona. Bravo à Steve Keim, le GM, qui a vraiment flairé la bonne affaire de cette saison. Faut quand même savoir que DeAndre Hopkins, il est leader là, de la NFL actuellement, je crois, en termes de yards. C'est la pièce maîtresse de l'attaque d'Arizona et il manque cruellement à Houston et il manque à Deshaun Watson. Maintenant, il y a quand même des choses à dire sur ce trade. Bon, on va pas non plus trop s'attarder sur Bill O'Brien. De toute façon, il est plus là, il s'est fait virer. Mais c'est quoi la suite pour les Texans, en fait? C'est ça ma question. Parce que Bill O'Brien, quand il trade DeAndre Hopkins, à moins qu'il ait un cerveau malade, entre guillemets, à aucun moment il se dit mon équipe va être plus forte offensivement sans DeAndre Hopkins, mais avec David Johnson. À aucun moment il se dit ça. Faut quand même se le dire. Donc, s'il le trade, c'est évidemment pour des raisons personnelles. Donc dans ce cas-là, deux interprétations. Il y a ceux qui vont dire oui, il y avait une guéguerre entre lui et Hopkins et du coup il a voulu asseoir son autorité en tradant le receveur, un peu histoire de dire c'est moi le boss ici, c'est moi le boss à Houston, c'est moi qui contrôle les affaires et si vous marchez pas dans ma direction, je vous tège. Il y a ça qui est un peu, d'après moi, exagéré. Je pense que de toute façon le courant passait pas et qu'il a pensé que pour son groupe, c'était sans doute mieux de se séparer d'Hopkins, mais au moins de gagner en unité, entre guillemets, dans le groupe. Bon, évidemment, ça a foiré complet, mais tout n'était pas acheté pour moi de l'ère Bill O'Brien chez les Texans de Houston. Il a quand même gagné, je crois, c'est 4 fois la division en 5 ans. Donc tu vas 4 fois en playoff en 5 ans. Pas toujours avec des records incroyables. Je crois qu'il l'a gagné 2 fois en étant 9 et 7. Mais il a quand même réussi de belles choses. Je lui prédis un avenir, je le vois retrouver un poste de head coach. Je veux dire, si Mike McCarthy
a réussi à retrouver un poste de head coach euh, un an après s'être fait virer des Packers, et en plus pas n'importe quel poste parce que c'est head coach des Cowboys. Je pense que Bill O'Brien, avec tout ce qu'il a montré, peut retrouver un poste de head coach. Et je pensais que c'était un bon coach et que cette combinaison de bon coaching, bon roster, quoi qu'on dise, avec certes des défauts dans le secondary en défense, mais devant, t'as quand même Whitney Mercilus, t'as quand même JJ Watt, enfin, il y a du monde, il y a du talent. La ligne offensive, elle est solidifiée, ça, c'est quand même très important pour protéger Deshaun Watson. Et puis Deshaun Watson, quoi. Deshaun Watson, alors, depuis que Deshaun Watson est arrivé en NFL, tout de suite, ça a été oh là là, Deshaun Watson, Patrick Mahomes, c'est bon, on a l'avenir de la conférence AFC. J'étais, j'étais pas sceptique sur cette idée parce que il est évident que Deshaun Watson est un franchise quarterback. Il est évident que Deshaun Watson est un top tier comme on dit, quarterback, hein, donc top 12 NFL globalement. Et que le mec a du talent, que c'est un incroyable leader, et que si tu lui mets les bonnes pièces autour, a priori, il va t'emmener loin. Maintenant, je pense qu'on a peut-être un peu surcoté, et en tout cas, moi, ça a été le cas pendant cette pré-saison. J'ai un peu surcoté Deshaun Watson en me disant, il est tellement fort que même sans DeAndre Hopkins, il peut mener cette équipe jusqu'au titre en division. Bon, il se trouve que je me suis complètement foiré là-dessus, très clairement. Pardon. Que Deshaun Watson, il lui manque cruellement un receveur de haut niveau. Will Fuller, c'est pas assez. Brandin Cooks, c'était aussi pour ça que j'étais confiant, parce que je considérais que Brandon Cooks est un receveur numéro un, peut-être un bis, mais est un receveur quand même de qualité, un mec qui a déjà posté plusieurs saisons à milliards. Donc je pensais que ce serait suffisant, visiblement ça l'est pas. Je pense que y a des gros problèmes dans ce vestiaire également. Qu'il a fallu passer un coup de balai, il a été mis en cours de saison. Maintenant, c'est quoi la suite pour les Texans? Franchement, il n'y a même pas de pic au premier tour l'année prochaine parce que tu l'as donné aux Dolphins pour la Tunsil. Je dis pas encore une fois que c'est un mauvais trade parce que tu avais besoin de la Tunsil. Mais putain, euh, ça va être compliqué de rebuild quoi. Alors t'as pour toi d'avoir des Sean Watson, donc forcément c'est attractif pour les free agents de venir chez toi. Bon. Maintenant la suite de la saison, ils sont à 1 et 6. Je veux dire, tanker pour avoir des défaites, bah ça sert à rien, t'as pas de pic au premier tour. C'est quoi la suite de ta saison pour les Texans? Je veux dire, c'est compliqué. Je veux dire, très franchement, Texans Jaguars, mais je le regarde même pas pour les Texans en fait. Parce que les Texans, je vais pas vous mentir, je suis désolé pour les fans, hein, mais cette saison, enfin, ça sert à quoi de les suivre? Ça sert à quoi de les suivre? Je suis désolé, c'est un peu sévère, mais. Et le pire, c'est que c'est une équipe qui a du talent, qui peut gagner des matchs, mais bon, voilà, quoi, c'est terminé. Donc rendez-vous l'année prochaine pour les Texans, avec un rebuild qui s'annonce compliqué. Je pense qu'il va vraiment falloir choisir un bon coach. Est-ce qu'il faut un coach offensif? J'en suis pas sûr. Je partirais plutôt sur un coach défensif personnellement. Je pense que l'attaque, t'as Deshaun Watson, tu lui mets un bon coordinateur, le mec il va se démerder. Ça y est, maintenant il a de l'expérience en NFL. Les Texans, vraiment une équipe de ventre mou, quoi, entre guillemets. Compliqué la suite de la saison pour Houston. De l'autre côté, on a les Jaguars. Alors les Jaguars, bah Gardner Minshew, clairement, qui auditionne pour garder sa place. Il avait très bien débuté la saison, vraiment. Au-delà de la hype, on adore évidemment les sosies de Gardner Minshew dans les tribunes. Enfin, le mec a déclenché une vraie hype à Jacksonville, ce qu'on n'avait pas eu depuis longtemps, et c'était super. Moi, je trouve qu'il avait vraiment bien joué lors de sa saison rookie. Je l'ai déjà dit, pour moi, c'était le Rookie of the Year devant Kyler Murray, n'en déplaise aux médias et n'en déplaise à la vie générale. Il régresse un petit peu sur les derniers matchs. Maintenant, il n'est pas aidé. Il y a un bon petit crew de receveurs à Jacksonville
qui est emmené par DJ Shark, qui malheureusement est tantôt blessé, tantôt sur le terrain. Mais il y a de quoi faire. Ils ont trouvé leur running back, James Robinson, donc non drafté, pourquoi pas. Je suis pas sûr que ce soit la solution long terme. Je vois pas une story à la Philip Lindsay en l'occurrence. Je sais pas, j'ai regardé les Jaguars cette année, j'étais pas ultra impressionné par le mec, même si je comprends qu'il soit starter ou backup en NFL, et c'est déjà énorme vu que le mec était non drafté. Hein. Mais c'est pas top top. Et puis surtout, il y a des problèmes en défense, quoi. Il y a des gros problèmes en défense. Et je sais pas, on m'enlèvera jamais de l'idée, cette incompréhension totale de pourquoi vous avez détruit cette défense qui était là en 2017. Je comprends pas. Je comprends pas. Je veux dire, il y avait Jalen Ramsey, il y avait AJ Bouye, il y avait Miles Jacks, Miles Jack, bon, il est encore là. Calais Campbell, enfin, il y avait vraiment, putain, il y avait du talent à tous les étages. Faut dire que ceux qu'ils ont draftés, notamment defensive tackle, c'était Aaron Payne, je crois, ça marche pas trop. Et les Jaguars sont. On a l'impression qu'ils sont un peu dans le tanking. Alors je pense que, évidemment, Doug Marrone, qui pour moi est un très bon coach, joue sa tête cette saison, et le JM aussi, donc il va se battre pour avoir des victoires. Je pense très fort que l'exécutif, et particulièrement le président Shad Khan, mise très fort sur la draft et sur choper Trevor Lawrence. Vraiment. Donc c'est compliqué pour Gardner Minshew parce que je pense que quoi qu'il fasse, il y aura un choix de quarterback à la prochaine draft. Finalement, la seule chance pour lui de s'en sortir, c'est de gagner des matchs. Ils en ont déjà gagné un, il y en a beaucoup qui voyaient les Jaguars finir à 0 victoire. Donc c'est déjà pas mal. Contre les Texans, ils ont une chance. Ça va être compliqué pour les Jaguars. C'est vraiment un match là entre deux équipes. On comprend pas bien quelle est leur stratégie. On leur prédit pas forcément un très bel avenir. Mais je vais regarder ce match pour Gardner Minshew, pour voir un peu s'il continue d'être aussi flamboyant, beaucoup de panache, beaucoup d'agressivité. C'est un mec qui n'hésite pas à prendre des risques, parfois trop diront certains au niveau des interceptions. Mais c'est une équipe moi qui me fait kiffer, ça me fait kiffer de regarder les Jaguars parce que putain c'est tellement compliqué. On a l'impression que l'exécutif met des bâtons dans les roues en fait. Qu'ils ont détruit, ils avaient un très bon nucléus, comme on dit, de joueurs et qu'ils l'ont détruit tout simplement. Et qu'ils ont ce rookie sorti de nulle part l'année dernière, Gardner Minshew, qui propose quelque chose de vraiment assez excitant et qui ils le mettent pas dans les bonnes conditions cette année. C'est frustrant. C'est frustrant. Bon voilà, c'est pas le match de la semaine, on va pas forcément s'attarder 1000 ans dessus. Je préfère tout de suite passer à Ravens contre Colts. Alors là, gros match, gros match. Pour plusieurs raisons, et je pense qu'évidemment, on va s'attarder sur les quarterbacks. Alors les Colts, c'était évidemment la darling de la pré-saison de tout le monde. Hein. Tout le monde voyait les Colts aller au Super Bowl, j'exagère à peine. En tout cas, tout le monde voyait les Colts gagner leur division, aller loin en playoff. Parce qu'on est globalement sur une équipe, sur un roster ultra bien construit par Chris Ballard, qui est un ancien des Chiefs, qui fait vraiment un taf exceptionnel, qui a construit une défense magnifique, Rock Yacine, Darius Leonard, il y a du talent à tous les étages. C'est très bien coaché, l'attaque notamment par Frank Reich, qui est quand même le mec qui est derrière le run des Eagles pour le Super Bowl. Certains disent même que c'est plus Frank Reich que Doug Peterson. D'ailleurs, Carson Wentz n'a pas vraiment progressé depuis que Frank Reich s'est barré. Donc les Colts sont vraiment un roster construit magnifiquement. Ils ont commencé par la ligne offensive, ce que je préconise tout le temps. Moi, je veux dire, quand tu es dans un rebuild, c'est pas compliqué. Tu commences par la ligne offensive et par la défense. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont une des meilleures, si ce n'est la meilleure ligne offensive de la ligue. Et c'est pas mal parce que ça sert à protéger Philip Rivers qui est absolument pas mobile.
Donc en gros, ils avaient une super équipe et ils ont trade Jacoby Brissett, donc qui est clairement niveau backup, mais top niveau backup, hein, limite starter, mais trop conservateur dans le jeu, pour un gunslinger, donc l'opposé total de Jacoby Brissett, Philip Rivers, un gros leader. Je vous conseille de regarder les mic top de la NFL qui postent sur YouTube, hein, c'est quand les joueurs ont les micros. Euh, Philippe Rivers, bon, il est incroyable, quoi. Le mec, il a un charisme de malade. C'est un trash talker de l'extrême, vraiment. Genre, peut-être le plus gros trash talker de la ligue. Sous ses airs de vieux texan avec son chapeau et tout, quand il débarque en conf de presse, c'est incroyable. Et le mec est un gunslinger total, c'est-à-dire que c'est du qui tout double permanent, Philippe Rivers. Il peut te lâcher 3 interceptions dans un match, tu sais pas pourquoi, t'as quand même gagné de 20 points. Bah parce qu'il a mis 6 touchdowns, j'exagère. Mais en gros, c'est ça l'idée, c'est qu'il va lancer la balle non-stop, qu'il va prendre des risques. En plus de ça, il a l'expérience, il est quand même plutôt précis, Philippe Rivers. Maintenant, prendre un gunslinger, ça a des avantages, mais pas que. C'est-à-dire que il y a des matchs, les 2 matchs qu'ont perdu les Colts, moi je les mets en partie au crédit de Philip Rivers, malheureusement. Euh, Dans le sens où il protège pas super bien la balle. Ça, c'est un souci qu'il a eu un peu toute sa carrière, notamment la deuxième partie de sa carrière. Il protège pas super bien la balle. Mais il est derrière cette ligne offensive qui, lui, le protège vraiment super bien. J'ai l'impression que les Colts sont en train de construire quelque chose. Pourtant, je sais pas, j'ai du mal. J'achète pas encore, quoi. J'achète pas. J'ai besoin d'en voir plus. Et ça tombe bien, ils jouent les Ravens ce week-end. C'est un énorme test. C'est un énorme test. Pour les deux équipes, je pense que si les Colts gagnent, attention. Non seulement ils passent à la moitié du championnat à 6-2, donc sur des bases de 12 victoires, 4 défaites, hein, c'est énorme. Mais en plus, ils envoient un message en tapant les Ravens qui est ok, on est une grosse équipe. Et je dis bien équipe. Donc défense, attaque, special teams, tout. D'ailleurs, ils ont un nouveau kicker qui a une drôle de gueule avec des lunettes et tout, qui est pas mauvais. Donc enfin, ils ont vraiment toutes les phases du jeu en place avec un super roster. Ils jouent les Ravens. Alors les Ravens, bah, pour moi, c'est de loin le meilleur roster de la NFL. Il y a peut-être un petit manque au niveau des pass rushers, c'est pour ça qu'ils ont fait le move pour Yannick Ngakoue, mais enfin ils avaient quand même déjà Campbell et Matthew Judon, qui sont un peu moins productifs que prévu, mais qui restent quand même des joueurs de talent. Non, le vrai souci des Ravens, bah, c'est Lamar Jackson, c'est Lamar Rooney. Et le problème avec Lamar Rooney, bah, c'est que c'est un quarterback mobile, c'est que c'est un quarterback qui court avant de lancer. Et je l'ai toujours dit, je suis désolé pour les fans de Lamar. C'est très kiffant un quarterback qui court. Un quarterback qui court comme Lamar Jackson, c'est-à-dire comme on n'a jamais vu dans toute l'histoire de la ligue, c'est encore plus kiffant. Le problème, c'est que bah, une fois que toutes les équipes l'ont joué au moins une fois, bah, elles ont ce qu'on appelle le livre sur lui, hein, elles ont le book, et elles savent comment le contrer. Et il y a des équipes qui ont montré comment contrer les Ravens, notamment les Titans de Tennessee lors des derniers playoffs. Alors bien sûr c'est un peu facile, moi ça me fait toujours le marrer les mecs qui disent mais Lamar Jackson, facile, tu bouches les extérieurs, comme ça tu le gardes dans la pocket et puis tu l'obliges à faire la passe. Ça va, le mec c'est pas un manchot non plus. Donc il sait quand même faire des passes. Maintenant, oui, il a des soucis de précision, je trouve qu'il a des soucis dans le clutch et il a des soucis si tu te retrouves mené. Et ça, c'est terrible pour les Ravens. Et attention contre les Colts qui ont une bonne défense, donc ils peuvent un peu limiter la brèche au début et mettre des points sur le tableau. Si tu te retrouves mené, ils vont encore se retrouver les Ravens dans une situation où il faudra passer la balle. Et est-ce qu'on fait vraiment confiance à Lamar Jackson dans ce genre de situation? Je pose la question. On parle quand même d'un mec qui vient d'être MVP. Et il le mérite à 100% son MVP. MVP unanime, je veux dire, il n'y a rien à dire. Il a eu 100% des votes. C'est incroyable ce qu'il fait l'année dernière. Maintenant, même l'année dernière, je disais, Ravens, énorme roster, énorme équipe, c'est super bien coaché par John Harbaugh, qui a plus ses preuves à faire, hein, c'est quand même un top coach de la NFL. Maintenant, on est face au même souci qu'avec Robert Griffin. Bien sûr, Lamar Jackson est supérieur à Robert Griffin, mais
On se souvient de Robert Griffin quand il débarque en NFL avec Washington. C'était la folie. C'était incroyable. On était tous là, putain, d'accord, ok, donc c'est comme ça que maintenant que ça va se jouer la position quarterback. Ok, il nous faut un mec qui court, d'accord, merde. Toutes les équipes qui n'avaient pas de gars mobiles étaient en mode, putain, merde, on a un quarterback de l'ancienne école en fait. On est dans la merde. Il nous faut un mec qui court. Bah non. Je veux dire, la NFL, ça se joue à la passe, ça s'est toujours joué à la passe et ça se jouera toujours à la passe. Parce que quand t'es mené, qu'il faut mettre en place un 2 minute drive pour gagner le match, bah, ça va être plus simple si tu fais des passes de 20 yards que si t'essayes de faire des runs. Hein, qui en plus bouffent du temps. Donc c'est très bien quand tu mènes, quand t'es mené, ça devient limite un handicap. Lamar Jackson, non seulement il est pas au niveau de l'année dernière, mais putain, il a régressé le mec. Il a régressé, sans déconner. Il y a des lancers à chaque journée où je regarde les Ravens, il y a des lancers de Lamar Jackson, tu te dis, mais c'est pas possible. Il vient pas de lâcher ce lancer quand même, il vient pas de faire. Putain, la balle, elle est mais à 2-3 mètres du gars. Elle est derrière, elle est dans les pattes, elle est. Enfin, c'est un enfer parfois. Sur des lancers même faciles, sans pression. Sans pression adverse, je veux dire. Hein. Donc il y a un vrai souci, je pense, à Baltimore. Alors, on n'en est pas encore à se dire, ok, merde, Lamar Jackson, c'était un one-hit wonder, comme on dit, ça aura duré 1 an. Non, ça va. Le mec est pas mauvais, il a le niveau Pro Bowl, large, c'est un très bon joueur. Faut qu'il progresse en précision. Ce que la plupart, c'est pas moi qui le dis, la plupart des quarterbacks qui ont joué ce jeu disent, c'est s'il y a bien un domaine où tu progresses pas ou peu durant ta carrière, c'est la précision, l'accuracy, comme ils disent en anglais. Euh, c'est un truc, mais je sais pas pourquoi, bizarrement, c'est compliqué, c'est un peu soit tu l'as pas. Lamar Jackson, comme je disais, c'est pas un manchot, il met pas toujours les balles 3 mètres au-dessus, hein, mais il manque de précision. Est-ce qu'il va pouvoir progresser là-dessus? Je pense que c'est le gros challenge à venir dans les années à venir pour les Ravens. Toutefois, moi je dis, calmons-nous. Il a perdu un match contre les Steelers qui sont invaincus, ça va, on va pas s'affoler. Et sa deuxième défaite, c'est contre les Chiefs. Donc on va pas non plus s'affoler pour les Ravens. S'ils perdent contre les Colts, là, ce dimanche, et c'est pour ça que ce match, il est vraiment à suivre, là, on va se poser des questions. Et on va commencer à se dire, oh putain, qui est responsable? Comment faire pour changer de direction? Parce que là, ça va être la merde. Parce que Ravens Colts, j'ai vanté les mérites des Colts, je vous rassure, hein, Ravens contre Colts, c'est Ravens favori. Hein. Domicile, pas domicile. Hein. C'est Ravens favori largement. Donc, match vraiment à suivre. Du côté des Ravens pour Lamar Jackson, parce que on a ce sentiment de se dire merde, putain, les équipes commencent à comprendre comment le jouer et le forcent de plus en plus à faire la passe et il réagit très mal à ça. Encore une fois, très mal, ils sont à 5-2. Et de l'autre côté, les Colts, on se dit putain, ils ont un roster incroyable, clairement un roster pour aller au Super Bowl. Ils ont fait l'upgrade au quarterback, ils ont fait le changement, il y a Philip Rivers. Putain, c'est un peu l'année ou jamais. Aussi bien pour les Colts que pour Philip Rivers. Et il y a beaucoup de fans de Philip Rivers. Moi, le premier, j'adorerais que ce mec chope une bague. Ce serait génial. Il est borderline Hall of Fame. Ceux qui voient Eli Manning au Hall of Fame, moi je dis bah, d'abord laissez passer Philip Rivers, malgré les 2 bagues. Quoique, il y a débat, je sais pas. Enfin, on en reparlera. Hein. Le jour où Eli Manning ira au Hall of Fame, on en reparlera. Hein. Ce sera un jour très triste pour le football, mais bon, c'est comme ça. Petit tacle gratos. Mais voilà, gros match à suivre. Un des gros matchs de la journée. 2 équipes qui sont à 5 victoires de défaite. On va se régaler et j'ai hâte de voir ce que va proposer Lamar contre les Colts. Les Colts, ils sont très bien coachés, aussi bien en attaque qu'en défense. Ils vont clairement proposer un plan de jeu pour le contrarier, pour le forcer à faire la passe et pas faire des passes uniquement à ses tight ends. Hein. J'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça. Le développement de Lamar Jackson cette saison, pour moi, c'est un truc assez fascinant. J'aimerais beaucoup qu'il rebondisse et qu'il montre que bah, ce titre de MVP,
Bien sûr qu'il l'a mérité, mais que c'était que le début. Parce que bah, ce serait génial quoi d'avoir des rivalités, Mahomes, Deshaun Watson, Lamar Jackson, ce serait génial d'avoir ça à l'avenir quand même, faut le dire. Donc je suis ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'est vraiment un match à suivre avec un focus particulier sur Lamar Jackson. On attendait tous mieux, on est tous déçus, et voilà, pour le dire de but en blanc, le mec ne joue pas très bien cette année. Il y a beaucoup de turnovers, il y a moins de touchdowns, et même au niveau des courses, bah, les mecs ont un peu compris le système, et il a beaucoup moins de yards à la course, quoi. Beaucoup moins de yards. Donc voilà, un des matchs de la journée. J'attends votre avis là-dessus, plutôt Ravens, plutôt Colts. Est-ce que vous pensez que Lamar Jackson a atteint son plafond? C'est une question qui se pose, c'est une question qu'on voit dans les médias aux US, hein. Est-ce que Lamar Jackson a atteint son plafond? Et si la réponse est oui, putain, c'est chiant pour les Ravens. Parce que si le plafond c'est premier tour playoff, bah, tu n'iras pas souvent au Super Bowl. Sachant que l'année dernière, il a quand même un roster de grands malades autour de lui, et que c'est encore le cas cette année, hein. Tout ça pour dire qu'on enchaîne quand même, parce que ça fait un moment qu'on est là, quasiment 2 heures. On va enchaîner avec Seahawks contre Bills. Énorme match. Les Seahawks, on a Russell Wilson déchaîné. Ça fait tellement plaisir. Franchement. Je suis pas un fan des Seahawks, hein, ça n'a aucun rapport. Mais ça fait tellement plaisir de voir les médias, de voir les fans, de voir les joueurs, les coachs, de voir tout le monde reconnaître le talent de Russell Wilson et le niveau du gars. Le niveau de Russell Wilson, mais c'est depuis des années en plus. Depuis des années. Alors ce qui est bien, c'est que cette année, il y a eu donc le mouvement Let Russ Cook pendant la pré-saison. Donc les fans des Seahawks qui disaient en gros à Pete Carroll, putain mais mec, file-lui la balle et arrête de run à chaque fois. Brian Schottenheimer, le coordinateur offensif, le mec, s'il pouvait aller de sa red zone à la red zone adverse juste en faisant des runs, il le ferait. À un moment donné, t'as Russell Wilson, putain, mais laisse-le faire, quoi. Et il le laisse faire, le mec est dans des temps de passage historiques, on est à 26 touchdowns en 7 matchs. Je crois qu'il n'y a que Tom Brady qui était à 27 en 2007 quand il en fait. Il en fait combien, Brady? Il en fait 55, je crois, ou 50 tout pile, je sais plus. C'est peut-être 50. En 2007, donc l'année incroyable des Patriots, qui était tout simplement bah, injouable. Et là, Wilson, je veux dire, Russ, il est injouable, mec. Putain, il est injouable. C'est un niveau monstrueux. C'est clairement le favori MVP cette année. Je veux dire, même s'il rate son match contre les Bills, il a encore une marge sur ses poursuivants, je pense. Il évolue à un niveau complètement dingue, complètement hallucinant. Il mène son équipe, c'est un leader, je crois qu'on n'a même plus besoin de le préciser, c'est le leader ultime de la NFL avec Tom Brady, quoi. C'est incroyable ce mec. C'est un leader dingue. On a un DK Metcalf à ses côtés, monstrueux. Je peux vous dire que tout le monde se les bouffe de ne pas avoir sélectionné DK Metcalf. Tous ceux qui ont pris des receveurs hein, dans sa draft avant lui. D'ailleurs, pareil qu'il a toute la liste des receveurs qui ont été pris avant lui dans sa draft, accrochés dans son vestiaire. Histoire de se motiver un peu. Et quand on voit le bonhomme, ça fait peur de se dire que ce gars-là est motivé parce que franchement, il me met une baffe, je suis par terre. Donc le gars, c'est un monstre. Et c'est génial que Russ ait ça à sa disposition. On disait ces dernières années que ça pêchait un peu au niveau de l'attaque en termes de talent chez les Seahawks. Putain, maintenant il y a Tyler Lockett, DK Metcalf, Russell Wilson au quarterback. Chris Carson, bon, malheureusement, il est souvent blessé, mais normalement, il fait le taf en running back. Il y a une super équipe. Le gros problème, c'est la défense. La défense des Seahawks, elle n'est pas du tout au niveau, elle est dans les dernières de la ligue. C'est un vrai souci, mais putain, c'est vous dire le truc, quoi. C'est-à-dire que Russell Wilson et ses Seahawks, ils sont 6-1 avec une très mauvaise défense. Il y a un gros souci, c'est qu'ils n'arrivent pas à aller chercher le quarterback adverse.
C'est pour ça que là, à la trade deadline, ils sont allés chercher Carlos Dunlap des Bengals, vétéran pass rusher. Est-ce qu'il fera une grosse diff? J'en doute. Est-ce qu'il peut les aider à améliorer leur pass rush? Oui. Donc ça reste un bon move, je pense. Mais il y a un vrai souci pour aller chercher le quarterback adverse. Ça, c'est clair. Derrière, à la limite, ça va. Il y a un bon secondary qui, évidemment, est pas aidé du tout par l'absence de pass rush devant. Mais il y a une attaque de fou furieux. Il y a Russ qui fait le taf. Les mecs sont en mission. Tu sens qu'ils ont envie de rouler sur leur division alors qu'elle est pourtant super chaude. Tu sens qu'ils ont envie de finir first seed de la NFC. Et ils ont clairement le quarterback pour le faire. C'est un bonheur de le voir jouer. Et c'est un bonheur de voir le respect. Le respect qu'il gagne enfin, qu'il soit enfin reconnu à sa juste valeur. Russell Wilson, c'est un top 3 quarterback de la NFL, mais c'est un top 3 quarterback depuis 5, 6, 7 piges, quoi. Qu'on se le mette un peu dans le crâne. C'est l'élite, quoi. Voilà, on parlait de Lamar Jackson, et l'année dernière, les gars étaient là, Lamar Jackson, meilleur quarterback de la NFL et tout. Wow, 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 wow. MVP, oui, ça veut pas dire meilleur quarterback, attention. Attention. Il y a, comme on dit, there are some levels to this, quoi. Il y a des niveaux dans ce game. Il y a des niveaux dans ce game. Il y a le niveau Teddy Bridgewater, il y a le niveau Lamar Jackson, il y a le niveau peut-être Carson Wentz entre les deux, et ensuite il y a le niveau du dessus, l'élite de l'élite, où tu as Tom Brady qui déjeune à la table de Russell Wilson avec Aaron Rodgers, Patrick Mahomes et Drew Brees qui sert les plats. Et là, putain, on déconne plus, quoi. C'est un level qui est tout autre. Et ça fait vraiment plaisir de voir Russ reconnu pardon, à sa juste valeur. C'est vraiment le truc que je voulais dire sur ce match. Ça me fait vraiment plaisir. Je suis à fond pour qu'il soit MVP cette année. Parce que c'est clairement un mec qui le mérite au vu de sa carrière. Et en tout cas, c'est tellement un bonheur de le voir jouer. Il n'est pas aidé par sa défense, mais à la limite, nous, en tant que fans, bah, c'est tant mieux parce que du coup, les matchs sont serrés, donc il n'y a pas de management, il n'y a pas de run, il n'y a pas trop de run. Le mec, il est obligé à chaque fois d'aller chercher des game-winning drives, d'aller chercher des touchdowns, c'est génial. Et en face, il y a les Bills. Alors les Bills, qui nous faisaient un début de saison incroyable, avec un truc que c'est la première fois, moi, en tant que fan, que je vois ça dans la NFL. On parlait de la précision. Je disais tout à l'heure que les légendes NFL disent toutes c'est un truc, tu peux à peine progresser dessus, c'est un peu soit tu l'as pas. Tu peux progresser dans plein d'autres compartiments en tant que quarterback, hein, la gestion de la pocket, la gestion du match, la gestion du temps, du tempo, lire les défenses, etc. Savoir quand il faut jeter la balle hors du terrain, enfin, leadership, il y a mille et une façons de progresser en tant que quarterback, mais la précision, c'est compliqué. Et bah putain, Josh Allen, il est venu, il a pris tout ce que je viens de dire, il a mis un gros coup de pied dedans, il a dit dégagez. Je me pose là, je fais partie des top quarterbacks de la ligue maintenant, et les Bills, on va rouler sur notre division maintenant que les Patriots sont dans la merde. Incroyable, vraiment impressionnant ce que font les Bills. Alors ils sortent d'une victoire contre les Patriots qui était importante, je pense, moralement pour eux, parce que c'était un peu le petit frère qui tape le grand frère, pardon, et ils en avaient besoin. Euh, la victoire contre les Jets n'était pas super convaincante. De là à dire que Josh Allen est rentré dans un slump, entre guillemets, il y a un pas. Non, ce qui est vraiment dommage à Buffalo cette année, c'est la défense, bizarrement. Ils avaient quand même une top défense pendant des années, en tout cas sur ces 2-3 dernières années. Pour moi, c'était une des meilleures défenses de la NFL avec le joueur pour moi le plus sous-coté de la NFL, même s'il a chopé un titre de All-Pro l'année dernière, il me semble, c'est Tredavious White, le cornerback des Bills.
c'est pour moi un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue. Et qui faisait partie d'une top défense et qui a un peu plus de mal cette année. Donc c'est jamais bon signe quand tu vas jouer les Seahawks. Maintenant, ça reste quand même un roster très bien construit. Et on parlait d'aider les quarterbacks, aider Deshaun Watson, aider Gardner Minshew, ce qu'ont bien fait les Panthers avec Teddy Bridgewater, par exemple. Hein, donc c'est comme quoi c'est possible. Ce qu'ont pas vraiment encore fait les Giants avec Daniel Jones. Putain, Josh Allen, ils sont allés lui chercher Stefon Diggs, mais quel joli trade, quoi. Quel joli trade. Vraiment. Pour un premier tour de draft, mais bon, le mec les vaut largement. Je crois qu'actuellement, il est deuxième en termes de yards. Ça se joue vraiment à un poil de fesses avec DeAndre Hopkins. C'est un top receveur, quoi. C'est un super leader, c'est un top receveur. Et c'est un mec qui te fait progresser ton jeune quarterback. Ils ont tout compris, les Bills, avec ça. Évidemment, moi je m'y attendais pas. J'avais vraiment des gros doutes sur Josh Allen. J'ai toujours des doutes sur ses quarterbacks. Et on parlera de Justin Herbert juste après. Mais sur ses quarterbacks, où on dit à la draft, oui, c'est génial, il est grand, il est costaud. Du coup, il voit vachement bien le field. Génial. À chaque fois, moi je suis là, oui, d'accord, mais il est précis. Il lâche des turnovers, oui ou non? Enfin, tu vois, il gère bien le tempo, il arrive à lire les défenses. Est-ce qu'il reste accroché à son premier read ou est-ce qu'il vraiment scanne le terrain comme il faut le faire? Et je trouvais que Josh Allen, il lui manquait un peu ça. Donc, super bras, hein, un des bras les plus strong de la NFL, à égalité ou devant, derrière Patrick Mahomes. Enfin, un des mecs qui peut vraiment envoyer la balle très, 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 très loin, très fort, très vite. Euh, il lui manquait la précision, et il a réussi à progresser en précision, quoi. C'est hallucinant, je pète un câble sur ce mec. C'est vraiment pour moi la grosse révélation de cette saison, c'est Josh Allen. Le leap, comme on dit, qu'il a fait en termes de pourcentage de passes complétées, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il est un petit peu plus dans le mal sur ses dernières sorties. Bon, enfin, ça reste quand même très correct. Je crois qu'il est à 67%, un truc dans le genre de balles complétées. C'est du top niveau. Hein. Patrick Mahomes, c'est dans ces eaux-là. Matt Ryan aussi. Tom Brady. Donc voilà. C'est une des grosses surprises. Et ça rend ce match-up contre les Seahawks ultra intéressant. Il y a quand même des gens qui parlaient de Josh Allen en tant que potentiel MVP sur les 4 premiers matchs. Donc on a Josh Allen contre Russell Wilson, super excitant, qui aurait pu dire ça il y a un an. C'est génial, les Bills sont à 6-2, c'est un super temps de passage. Vraiment un super match, je pense qu'on va se régaler. C'est un des gros matchs, il y a vraiment des gros matchs, je m'aperçois en fait, en faisant ce podcast, qu'on va se régaler, mais dès 19h, quoi, parce que entre Panthers Chiefs, qui à mon avis va être sympa, on a les Bears contre les Titans, Ravens contre Colts et Seahawks contre les Bills. Waouh, il y a de la grosse équipe qui se joue, quoi, et on va se régaler, je pense. Et donc voilà, j'avais sur ce Seahawks Bills, au-delà de l'analyse, j'avais surtout envie d'exprimer le kiff que ça va être. Et c'est un gros test. C'est un gros test entre deux équipes qui ont des problèmes en défense, mais qui ont vraiment trouvé leur rythme en attaque. Et ce serait pas étonnant qu'on voit des points. Alors à chaque fois qu'on dit ça, finalement, ça finit en 18-12. Tu sais pas pourquoi, mais c'est vraiment un duel de quarterback, quoi. Et ça fait vraiment plaisir, d'une part pour le respect maintenant qu'on a pour Russell Wilson, et d'autre part pour vraiment cette progression de Josh Allen qui est extrêmement surprenante et qui est vraiment admirable, quoi. Les Bills ont trouvé leur franchise quarterback. Voilà. Dans une cuvée quand même, Josh Allen, hein, c'était la fameuse cuvée avec 5 quarterbacks pris au premier tour. Donc il y avait Lamar Jackson pris en dernier. Avant Josh Allen, il y avait Baker Mayfield. Il y a eu Josh Rosen juste derrière lui. Sam Darnold devant lui, qui a été pris troisième, je crois, par les Jets. Enfin,
Euh, voilà quoi, donc au final c'est assez marrant parce que Sam Darnold est en galère avec les Jets, Baker est pas sûr de garder son taf avec les Browns, et par contre Josh Allen avec les Bills il cartonne et Lamar Jackson il a été MVP. Donc comme quoi la draft nous réserve parfois des belles surprises, en tout cas ça va être un super match, on va se régaler. Les fans des Seahawks, bah dites-nous à quel point vous kiffez voir Russ dérouler du cap quoi cette année. Et moi j'adore, c'est vraiment ça me fout le smile parce que c'est un vrai bonheur quoi de le voir jouer à ce niveau. Il tutoie des sommets, il bat des records. Là il est parti pour lâcher une saison all-time de chez all-time et c'est un régal quoi. C'est juste un régal. On enchaîne Broncos Falcons. Les Broncos qui se déplacent chez les Falcons. Alors, j'ai pas trop précisé à chaque fois qui jouait où, un domicile extérieur. C'est vrai qu'avec les matchs à huis clos ou presque, on s'aperçoit que ça a un peu moins d'importance cette année. Broncos Falcons, drôle de match. Je reste persuadé que les Falcons sont une des équipes, donc je disais la semaine dernière, une des équipes à une victoire les plus talentueuses que j'ai vues. Et là, c'est une équipe maintenant à 2 victoires, vu qu'ils ont battu les Panthers, les plus talentueuses que j'ai vues. Il y a du talent à tous les étages, y compris en défense. J'adore leur linebacker Dion Jones. J'aime beaucoup leur safety Ken O'Neill. J'attends beaucoup de lui. Il m'avait vraiment impressionné lors de sa saison rookie, la saison où ils vont au Super Bowl. Il y a des petits soucis, même s'il y a Grady Jarrett, il y a des petits soucis un peu au niveau du pass rush. Euh, donc c'est pas parfait, hein. De toute façon t'as pas 6 défaites pour rien, la défense est pas top. Et en attaque, bah, le vieux briscard Julio Jones qui est toujours là. Alors je dis vieux briscard, c'est un peu diminutif parce que le mec bah, c'est tout simplement un monstre, une légende, un futur Hall of Famer qui évolue encore à un niveau complètement dingue. Il trouve un petit peu la end zone un peu mieux cette année, il a quelques touchdowns, lui il a eu un long run de matchs sans touchdown pour Julio Jones, ça n'a jamais été sa qualité première. Mais en tout cas, voilà, les Falcons, pour moi, c'est vraiment une des équipes avec le plus de talent par rapport à leur record, par rapport à leur nombre de victoires et défaites. Je pense que Dan Quinn aurait dû être limogé dès la fin de saison dernière, même si les joueurs se sont battus pour le sauver et enchaîner quelques victoires en fin de saison. Clairement, il y a eu un avant et un après Super Bowl pour eux. Hein. Je parle du Super Bowl où ils mènent 28-3 contre les Patriots quand même, hein, le fameux Super Bowl où ils mènent 28-3. Je veux dire, les défaites qui sont prises cette année, où ils mènent 3 fois, je crois, c'est avec plus de 15 points, et ils finissent quand même par perdre, ou c'est 3 fois plus de 10 points dans le dernier quart, et ils perdent, je sais plus. Ça marque, d'autant plus quand t'as fait ce fameux Super Bowl où t'as perdu avec quand même 25 points d'avance à 2 minutes de la fin du troisième quart. Euh, Fallait mettre un coup de balai, je pense. Fallait passer l'ère Dan Quinn. Je pense pas que Dan Quinn soit un mauvais coach. Je pense qu'il y a eu un souci de leadership sur la fin. Ça reste un bon coach défensif, je pense. Un head coach, je ne sais pas par contre. Je pense qu'il lui a manqué certaines qualités en termes de leader. Néanmoins, on est sur une équipe super talentueuse qui a plus grand chose à jouer bah, parce que dans la division, t'as les Saints, t'as les Buccaneers qui sont déjà à 6 victoires. Les Saints en ont 5. Ils se jouent d'ailleurs dimanche. Euh, donc une fin de saison un peu compliquée pour les Falcons. On commence à parler dans les médias, est-ce qu'il faut trade Matt Ryan? Donc c'était la trade deadline, c'était est-ce qu'il fallait trade Matt Ryan? Est-ce que les Falcons doivent se projeter sur la prochaine draft en pensant au quarterback? Je ne pense pas. Je ne pense pas. On est sur une équipe talentueuse, on est sur une équipe, un roster qui quand même est bien construit par Thomas Dimitrov. Il y a vraiment du talent à tous les étages. Il y a un excellent groupe de receveurs, je veux dire, Julio Jones, receveur numéro 1, Calvin Ridley, receveur numéro 1, quoi. Donc numéro 2 ou 1 dans l'équipe, on s'en fout quelque part. Ils ont le talent d'un numéro 1. Ils ont clairement le talent d'un numéro 1. Donc il y a vraiment du talent. Euh, Todd Gurley s'intègre plutôt pas mal. C'est pas du grand Todd Gurley, mais c'est quand même en place. Et Matt Ryan évolue toujours à un top niveau.
Je veux dire, enfin, je comprends pas tous ces trucs sur Matt Ryan. Dites-moi ce que vous en pensez. Les fans des Falcons, est-ce que vous êtes prêts à passer à autre chose? Est-ce que vous êtes prêts à sacrifier un premier tour de draft pour drafter le quarterback du futur? Ou est-ce que vous préférez encore construire autour de Matt Ryan? Moi, je pense qu'à 34 ans, il a encore facilement 4-5 belles années devant lui quand on voit les progrès de la science et quand on voit ce que peut donner Tom Brady à 40 piges. Je veux dire, Matt Ryan, c'est un grand professionnel, il peut encore durer, et il a encore un top niveau. Donc, je sais pas, je suis pas aussi pessimiste sur cette équipe des Falcons que peuvent l'être certains commentateurs. Je pense que, enfin, voilà, il suffit de regarder les matchs qu'ils ont perdus, qui sont complètement hallucinants. Putain, tu changes 3 matchs hallucinants perdus en victoire, les mecs ils sont à 4 et 3 et personne dit rien, quoi. Dans une des divisions les plus compliquées. Donc, je m'affole pas pour les Falcons. C'est une saison, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est raté, c'est pas grave, ça arrive. Rendez-vous l'année prochaine. Il n'y a pas tout acheté. Je préconise pas le grand coup de balai et je pense que Thomas Dimitrov sera assez intelligent pour ne pas le donner. En tout cas, ce match contre les Broncos, très intéressant parce que là, on est sur une top défense de la NFL. C'est Vic Fangio qui est aux manettes en termes de coordinateur défensif. Bon, là, il est head coach, mais c'est. euh, je vais dire, c'est ce qui se fait de mieux. Il y a Belichick quand même qui cause un peu. En tout cas, c'est top, top, top niveau en termes de défense. Malgré la perte de Von Miller, malgré les blessures, ils sont en place. C'est une très forte défense, c'est très bien coaché, on sent le groupe super uni, j'aime beaucoup ce que propose Vic Fangio. Et Drew Lock qui s'est réveillé. Drew Lock qui s'est réveillé la semaine dernière. Alors bizarrement, ce qui m'a impressionné avec Drew Lock, putain, c'est son swag. Le swag du gars, la petite danse après le touchdown victorieux, le trash talking, enfin le mec derrière en conférence de presse, l'assurance qu'il a, c'est vachement encourageant. Sa fin de saison avait été vachement encourageante. Je faisais partie de ceux qui mettaient les Broncos plus que les Colts en tant qu'équipe surprise cette année. Bon, bah visiblement, je me suis un peu gouré. Faut dire qu'ils n'ont pas forcément été aidés par les blessures, mais enfin, voilà, je les voyais non pas challenger Kansas City pour la division, mais je les voyais bien faire un run pour une wild card. C'est pas tout à fait fini. Je pense que d'ailleurs, leur run pour la wild card, bah, il commence dès ce dimanche contre les Falcons, qui est une équipe que tu dois battre si tu veux prétendre à une wild card. Et clairement, Drew Lock est en audition, quoi. Drew Lock, il lui reste 9 matchs à jouer. Ces 9 matchs, c'est une audition à chaque fois. Parce que John Elway, il est pas con. Il voit Justin Herbert, qui a l'air hallucinant avec les Chargers. Il voit Derek Carr, qui fait une super saison. Moi-même, je suis sur le cul, on en parlera juste après. Mais il voit Derek Carr qui fait une super saison et il a Patrick Mahomes dans sa division. Aïe. Donc, même question qu'en début de podcast. Est-ce que tu as envie de continuer pour les années à venir avec ce qui pourrait être potentiellement le quatrième quarterback en termes de niveau dans ta division? Ce qui complique quand même sacrément les choses. Je n'ai pas encore d'avis sur Drew Lock. Je ne sais pas s'il est le quatrième quarterback en termes de niveau ou s'il est le deuxième, ce qui est très possible. Son dernier match est hyper encourageant. J'aime beaucoup le swag du mec. Je le trouve plutôt précis. Je trouve qu'il a une bonne maîtrise de l'attaque des Broncos, en tout cas sur ce qu'il a montré l'année dernière et sur le dernier match. Je suis assez optimiste pour les Broncos. Et en fait, j'ai envie de dire, de toute façon, ils n'ont rien à perdre. C'est soit Drew Lock devient vraiment, monte les signes d'un franchise quarterback, et dans ces cas-là, bah, roule ma poule, tu roules avec Drew Lock et on verra bien où ça nous mène. Avec la défense de Fangio, ça peut quand même donner. Je veux dire, t'as pas besoin d'un quarterback qui joue au niveau de Russell Wilson quand t'as une défense coachée par Vic Fangio. Voilà, faut le savoir. On parle d'un mec qui a emmené Mitch Trubisky en playoff, hein, parce que c'est lui qui l'emmène en playoff, hein. C'est Matt Nagy, bien sûr, par sa créativité offensive, hein, c'était Smoke and Mirrors quand les Bears sont allés en playoff, mais c'était la défense. Et c'était Vic Fangio aux manettes.
Donc t'as pas besoin d'un top level quarterback, Aaron Rodgers, Russell Wilson, Tom Brady, quarterback des Broncos, quand t'as une défense comme ça. Donc à voir, match très intéressant, match qui tout double pour moi pour les Broncos, c'est le moment de s'affirmer comme une équipe potentielle de wildcard, ou non, on verra bien ce dimanche. On passe tout de suite à Raiders, donc ça c'est les matchs qui auront lieu l'après-midi aux US, donc à 22h chez nous. Raiders qui se déplacent aux Chargers, j'adore ce match-up, évidemment, déjà parce que c'est un match de division, donc il y a toujours une animosité en plus, il y a toujours ce petit truc un peu spécial des matchs de division qui fait qu'on a parfois des surprises, qui fait que c'est souvent accroché, parce que bah, les équipes elles se jouent d'année en année, donc elles se connaissent par cœur. Comment ne pas parler des quarterbacks? Je suis désolé, on parle pas mal des quarterbacks, mais on est un peu obligé. C'est la NFL qui veut ça, c'est la position star. Et puis, bah, c'est le mec qui touche la balle à chaque play, quoi. Ni plus ni moins. Derek Carr, super saison. Je pense encore que Derek Carr n'est pas j'allais dire n'est pas un franchise quarterback. C'est peut-être un franchise quarterback. Je ne pense pas que ce soit un quarterback qui puisse t'emmener au Super Bowl. Voilà. Je, je- je demande à voir. Il me surprend vraiment cette année. Je le rangeais dans la catégorie des fake bons joueurs, dans la catégorie des busts pendant des années. Et il me surprend vraiment cette année. Je mange un peu mon chapeau. Il a complètement augmenté son pourcentage de balles complétées. Il joue à un très haut niveau. Je trouve surtout que John Gruden a enfin la main sur le coaching de son équipe. Et je trouve que sa victoire contre les Browns la semaine dernière, elle est à 100% à son crédit. J'ai trouvé l'équipe parfaitement bien coachée. Il y a vraiment du progrès au niveau des Raiders. En fait, on sent le projet qui commence à prendre forme. J'avais adoré quand ils avaient engagé Mike Mayock en tant que general manager, même s'il venait des médias. Hein, c'était une embauche assez surprise, entre guillemets, parce que c'est un mec qui bossait dans les médias. Il faut quand même savoir que la mock draft de Mike Mayock, avant chaque draft, on l'attendait tous comme des dingues. Le mec, il lâchait une seule mock draft, hein, et tu pouvais être sûr que c'était la bonne. On parle quand même d'un gars, je m'en souviens très bien, lors de la draft, où Jadeveon Clooney fait premier chez les Texans et que les Raiders choisissent Khalil Mack. Je me souviens très bien de Mike Mayock à l'antenne qui dit: Je pense que le meilleur joueur de cette draft, c'est Khalil Mack. À une époque où Jadeveon Clooney, pour ceux qui s'en souviennent peut-être pas, on l'annonçait comme la future star, le nouveau Von Miller, potentiellement le meilleur edge rusher de la ligue, hein, en tant que prospect. Et le mec était là: non, non, moi c'est Khalil Mack. Bah, putain, il avait raison. Donc j'adore le projet des Raiders, je trouve que ça prend plutôt forme. Pour moi, un changement au poste de quarterback est nécessaire s'ils veulent progresser dans cette division. Même si Derek Carr me fait un peu mentir cette année et sort des... Disons que j'ai l'impression qu'il fait un peu de la stat, je sais pas, ça se traduit pas forcément en termes de victoire, à voir. En tout cas, celui qu'on va évidemment suivre, bah, c'est Justin Herbert. Putain la vache. Waouh, Justin Herbert, mais qu'est-ce qu'il nous fait le mec? Je parlais des quarterbacks, on disait, ouais, on sait pas trop s'il est précis, mais bon, il est grand, il est costaud, il a le look d'un quarterback NFL. C'était exactement ça ce qu'on disait sur Justin Herbert lors de la dernière draft. Exactement ça. Et quand les Chargers l'ont drafté, je me suis dit, putain, quelle erreur ils sont en train de faire. Alors que je m'intéresse pas trop au collège, enfin je suis pas ardemment le collège, donc je le connaissais pas vraiment, mais je me disais putain, ce genre de profil, bah, ça a du mal généralement. Ça a du mal à matcher, c'est ce qu'on disait sur Mitch Trubisky, il est grand, il a le look. Je caricature un peu. Putain, Justin Herbert, la précision. Oh, les lancers qui nous lâchent pas, le mec. Semaine après semaine, hein. Play après play. C'est impressionnant. Je crois qu'on se rend pas compte parce que les victoires ne suivent pas, parce que bon, on est les Chargers, hein, donc on change pas une équipe qui gagne pas. Si les mecs ils peuvent avoir 15 points d'avance au début du quatrième quart-temps, c'est limite s'ils ont pas envie de dire non, non, mais nous on préfère revenir de derrière. Parce que gâcher une avance chez les Chargers, t'as limite l'impression que c'est dans le cahier des charges, hein. C'est quand même impressionnant. Mais Justin Herbert, oh, le niveau, c'est choquant. Et en tant que fan, moi je suis en train de me dire, putain, on va avoir des duels
Dans la même division, Patrick Mahomes contre Justin Herbert, mais on va péter un câble. On va péter un câble. On est potentiellement sur la rivalité de la décennie qui arrive. Je pèse même pas mes mots. Là, je m'emballe complètement parce que le mec me fait m'emballer complètement. Il est hallucinant, ce rookie. Hallucinant. Regardez les matchs des Chargers, mais regardez là où il arrive à placer la balle. Putain, le mec, c'est drop in the basket, quoi. C'est impressionnant le niveau du gars. Je suis sur le cul. Je m'y attendais pas du tout. Autant Joe Burrow est magnifique avec les Bengals. Il est en train de prouver à tout le monde, il est en train de faire fermer des bouches et de prouver à tout le monde qu'il méritait ce statut de numéro un de draft. Autant toi, on sait pas, on va en parler juste après. Mais putain, Justin Herbert, la vache. J'ai l'impression que j'ai même plus besoin d'en voir plus, que j'ai l'impression en fait de déjà savoir que le mec va être énorme, que le mec va être monstrueux. La progression dans les lectures. Le mec reste tellement pas figé sur son premier read, il enchaîne premier read, deuxième read, troisième read, ok je reviens sur le premier. Oh, c'est magnifique, il se débarrasse de la balle quand il veut. On sent qu'il a un leadership naturel, que les mecs gravitent autour de lui. Et la précision, dans les tight windows, dans les difficult throws, donc les lancers compliqués, mais il arrive à lâcher des lancers, mais mon Dieu, putain, c'est hallucinant, c'est le joueur vraiment sur lequel je m'excite cette année, en tout cas le rookie qui me fait lever de mon siège cette année, et où je me dis, mais les gars, il est aux Chargers, on a Mahomes aux Chiefs, mais what the fuck? Est-ce qu'on n'est pas parti? Je vais complètement m'emballer sur Justin Herbert sur la prochaine minute, mais est-ce qu'on n'est pas parti pour avoir un duel entre les deux meilleurs quarterbacks de leur génération dans les 15 piges à venir? Je m'emballe complètement, je suis désolé. Le mec est incroyable. Putain, Chargers Nation, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi que vous êtes aussi emballé que moi, parce que je suis comme un fou, quoi. Je suis comme un ouf sur le mec. Il est hallucinant. Donc c'est clairement Justin Herbert que je vais regarder dans ce match. Au-delà du score, les Raiders, je vais les regarder parce qu'ils sont en train de nous faire potentiellement un petit push pour aller chercher une wildcard, mine de rien, et ça ferait du bien de revoir les Raiders en playoff, hein, notamment juste après avoir déménagé d'Auckland, hein, ce serait un peu dur pour les fans d'Auckland, mais bon, c'est la vie malheureusement de la NFL, hein. Fallait construire un gros stade et on a fait ça à Las Vegas. Mais donc Derek Carr très bien, il progresse. Les Raiders, j'aime beaucoup le projet. John Gruden, je trouve qu'il est en train enfin de mettre sa patte. Je suis toujours pas convaincu que ce soit le coach qu'il faut aujourd'hui dans la NFL moderne pour aller loin. Mais les Chargers, putain, limite qui perdent chaque semaine en ayant 3 touchdowns d'avance dans le quatrième quart-temps, comme ils savent si bien le faire, j'en ai rien à foutre. Mes yeux, ils sont sur Justin Herbert et putain le mec. Oh, mais j'allais dire amoureux, mais je suis dingue du gars, quoi. C'est hallucinant. Il me fait péter un câble, il ne fait pas d'erreur, il a quelques rookie mistakes, mais qui sont largement pardonnables, et encore pas tant que ça. Pas tant que ça. Et surtout, mais putain, le bras du gars. Non seulement un bras très strong, mais d'une précision. Oh là là, je peux vous dire que côté Raiders et côté Broncos, je pense qu'ils surveillent de très près ce qui se passe aux Chargers en se disant putain de merde, on avait Mahomes et maintenant on va devoir se taper Herbert. Wow, ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette affaire, hein. Franchement, good luck pour les Raiders et good luck pour les Broncos. Comme on dit, on n'a pas encore l'intégralité du livre sur Drew Lock. Putain, Justin Herbert, j'ai l'impression que j'ai lu 2 pages. J'ai envie de le refermer le livre et de dire ok, tiens, voilà les clés de la baraque. Quand est-ce qu'on signe le contrat sur 10 piges? Franchement. Donc, je suis comme un ouf. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes aussi ouf que moi sur le mec. Putain, je suis comme un malade. Il est évidemment pour moi favori pour le titre de Rookie of the Year, mais ça va sans dire. Victoire ou défaite, je m'en fous. Joe Burrow a quand même son mot à dire. Peut-être Edward Zeller du côté des Chiefs. Mais enfin, là, ce que fait Justin Herbert, c'est hallucinant, les gars. C'est hallucinant. Et c'est génial. Si on a une rivalité Herbert-Mahomes avec un Herbert qui ne serait-ce que si je m'emballe un peu trop à un niveau Pro Bowl année après année, mais on va se régaler les gars. C'est une folie. AFC West, on va se régaler.
On enchaîne avec les Steelers, qui se déplacent où? Chez les Cowboys. Cadeau. Bon, Steelers, tout va bien. Défense de fer. Mike Tomlin. Oh là là, Mike Tomlin, putain. Quand est-ce que... Je parlais de Russell Wilson. Quand est-ce qu'on donne le respect à Mike Tomlin, les gars? Quand est-ce qu'on dit que ce gars-là est un des top coachs de la NFL, point barre? Et que le mec, il pourrait coacher Steelers, Pittsburgh sur les 15 prochaines années, mais vas-y mon gars, moi je te le fais signer le contrat. C'est un top coach, merde. Au-delà du fait que ce soit un des premiers coachs noirs aux États-Unis, que ce soit un mec ultra charismatique, putain, le leader que c'est, tu sens que les mecs sont putain à la page quoi avec lui, ils l'écoutent, mais ils boivent ses paroles. Et quel coach, excusez-moi, mais quel coach défensif, quand même. Année après année, la défense des Steelers, putain, c'est un rideau de fer. Putain, pardon pour les putains, mais quand est-ce qu'on lui donne le crédit qu'il mérite, quoi? C'est Mike fucking Tomlin. Quasiment chaque année, je suis en playoff. Les Steelers, 7-0, défense de fer, ça passe pas. Alors bien sûr, on a un TJ Watt qui déroule. Pour moi, il est dans la conversation pour le Defensive Player of the Year, très clairement. Ce sera assez marrant qu'il le chope après que son frère JJ Watt l'ait chopé auparavant. Le déplacement aux Cowboys, bon, on va pas s'attarder dessus, ça va être une branlée. Hein. Les Cowboys qui non seulement ont une défense atroce, mais qui en plus ont perdu donc Dak Prescott et Andy Dalton sur blessure. Je sais pas si Andy Dalton revient ce week-end, à voir. Je pense pas que de toute façon que ça change l'issue du match. Cowboys, super bonne attaque. Ezekiel Elliott, bah. Il y a des choses à dire sur le contrat, mais enfin, c'est pas de sa faute. Hein. Il va pas refuser 90 briques, le gars. Non, la question c'est Jerry Jones. Quand est-ce que t'arrêtes de payer des mecs qui soit ne méritent pas d'être payés autant par rapport à leur niveau, comme des Marcus Lawrence, je suis désolé, c'est trop, soit ne méritent pas d'être payés à ce niveau à cause de leur poste. Et je suis désolé pour les running backs, mais tu payes pas un Ezekiel Elliott 80 millions, je suis désolé. Donc il continue de faire les mêmes erreurs, Jerry Jones, c'est pas grave. Je pense que tant qu'il sera à la tête des Cowboys, les Cowboys ne pourront pas aller au Super Bowl. Voilà, je préfère être très clair. Le gars, c'est un très bon ami, mais à un moment donné, quand tu es président d'un club NFL, on te demande pas d'être le pote des joueurs. On te demande limite l'inverse. On te demande de pas être pote avec eux et de prendre les grosses décisions quand il faut les prendre. Et de dire ce gars-là, il veut combien? 90? Non, bah il ira dépendre ailleurs. Voilà. Ce mec-là, combien? Demarcus Lawrence, 140? Non. Non, non, non. C'est trop. Ok, on le trade. Il est trop copain-copain, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a trop de casquettes, je veux dire. Mike McCarthy, bon, on dirait que engager Mike McCarthy n'était pas la meilleure des décisions. Maintenant, c'est pas l'attaque de Dallas qui faisait défaut, hein, ce qui est quand même le chantier principal de Mike McCarthy. Mais waouh, putain, Mike Nolan en défense. Oh la vache. Waouh. Là, on est sur de la défense all-time, mais dans le mauvais sens du terme. Hein. D'ailleurs, ils sont en train de péter tous les records de la franchise. C'est atroce. C'est terrible. C'est terrible. Et en même temps, bah les gars, vous avez laissé partir Byron Jones, quoi, dans le secondary. C'était peut-être à lui qu'il fallait filer les millions. C'est un bordel. C'est le bordel des Cowboys. La saison, elle est flinguée, de toute façon. Il n'y a plus Dak. Dak, tu l'as pas payé, donc maintenant tu es dans la merde parce que bah qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change de quarterback? Est-ce que je le franchise? Est-ce que je peux lui donner un long term deal maintenant qu'il vient de se péter les croisés? Ça a été tellement mal géré cette affaire de Dak Prescott. Tellement mal géré. Alors qu'on le voit que c'est le leader de cette équipe et que putain, t'es dans la NFC East, NFC List quoi. Je veux dire, les autres quarterbacks de la division, mais mon Dieu, t'as pas besoin d'un. On parlait NFC South, ouais, bah t'as Drew Brees et Tom Brady, bah c'est sûr que oui,
Si tu te ramènes avec Jacoby Brissett, je suis désolé de le reciter à chaque fois, mais si tu te ramènes avec Mike Glennon, on va dire, bah oui, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Maintenant, dans la NFC East, si tu te ramènes avec Dak Prescott, mais putain, mais ça le fait. T'as les Redskins qui jouent avec Kyle Allen pour l'instant, ou Dwayne Haskins qui clairement n'avait pas le niveau en sortie de collège et qui nous a montré qu'il n'avait pas le niveau. T'as Daniel Jones qui a encore tout à prouver et Carson Wentz, désolé les fans des Eagles, pour moi le joueur le plus surcoté de la ligue. On en parlera quand ils joueront. Ils sont en bail cette semaine, ils jouent pas. Je suis désolé, pour moi Carson Wentz c'est le joueur le plus surcoté. Hein, tout le monde est là, oui, mais il avait le niveau MVP en 2017, machin. Déjà, il a joué 12 matchs sur 16. Qui nous dit qu'il aurait pas chié, enfin qu'il aurait pas sorti 4 bons derniers matchs. Ensuite, Tom Brady a super bien joué. Et deuxièmement, il jouait dans un roster tellement fort qu'on a pu insérer son backup dedans et qu'ils ont gagné le Super Bowl. C'est quand même du jamais vu. Donc, la concurrence au poste de quarterback dans la NFC East, putain, mais t'as Dak Prescott, mais tu le signes. Tu le signes. Et s'il faut continuer à drafter des quarterbacks en deuxième ou troisième round pour éventuellement trouver un successeur à Dak Prescott ou un mec plus fort, tu le fais. Putain, les Seahawks, quand ils ont drafté Russell Wilson, ils venaient de signer Matt Flynn avec un méga contrat. Ils ont fait un training camp avec Russell Wilson, ils ont fait bon bah ok clairement il est plus fort, tant pis, on va bouffer du cap mais on dégage Matt Flynn et on garde Russell Wilson. Mais tu fais pareil avec Prescott, tu le signes. Bon c'est fait, il est blessé, ta défense elle est historiquement dégueulasse. Visiblement tu t'es foiré dans le choix du coach. Enfin je veux dire, à un moment donné, Jerry Jones il est quasiment entièrement responsable de la débâcle de la saison des Cowboys. Donc maintenant, la vraie question pour les Cowboys, c'est Trevor Lawrence. Trouvez-moi, à part le match contre Washington, et encore, moi je trouve que Washington est meilleur que ce que veulent bien dire les médias. Trouvez-moi dans le calendrier des Cowboys, hein, les fans des Cowboys, franchement, envoyez, balancez les tweets, les Instagram, les commentaires YouTube, trouvez-moi une victoire dans le calendrier des Cowboys. Elle est où? Elle est où la victoire des Cowboys dans leur calendrier? Contre qui ils gagnent? Avec une défense pareille et avec soit Ben DiNucci, soit Andy Dalton au quarterback? Elle est où leur victoire? Mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y en a une, grand max. Donc les mecs vont finir à 3 victoires. Donc ils auront très certainement un top 3, un choix top 3 à la draft, voire premier, voire deuxième. Bon, si t'es premier, évidemment, tu prends Trevor Lawrence. Si t'es deuxième ou troisième, putain, est-ce que tu pars sur Justin Fields au poste de quarterback? Gros merdier, en gros, tout ça pour dire gros merdier à venir, parce que les fans sont fans de Dak Prescott, parce qu'il a aussi les médias dans sa poche, Dak Prescott, les médias locaux à Dallas, parce que, bah, faut le dire, c'est un super mec, Dak Prescott, c'est un super leader. Il a ses failles en tant que quarterback. Je veux dire, un peu comme Carson Wentz, Dak Prescott, quand il gagne, bah, c'est contre la NFC East, donc c'est contre des Brels. Quand le niveau s'élève, il a souvent un peu du mal. Bon, voilà, maintenant, on lui demande d'être compétitif, il l'a globalement toujours été. On s'attardera de toute façon sur cette question une fois que Dallas aura le pic, mais putain, là, quel débâcle. Quel débâcle. Et franchement, hein, je voyais les Cowboys gagner la division en début d'année. Hein. Très franchement, hein, je me suis encore une fois bien foiré. Hein. Que ce soit AFC South avec les Texans, où j'ai trop misé sur Deshaun Watson, et NFC East avec les Cowboys, là, on peut le dire, je me suis foiré dans les pronos. Mais là, c'est une débâcle, ça dépasse tout entendement, quoi. Ça dépasse tout entendement, c'est pas possible, Jerry Jones, de se foirer à tous les étages. Le mec se foire à tous les étages. Il donne pas les bons contrats au bon mec, il donne pas les bonnes sommes au bon poste. Il gère lamentablement la question du quarterback. Le coach qui l'engage, ça foire. Le coordinateur défensif, on n'en parle même pas. Waouh, putain, quand est-ce que le mec va installer une vraie structure
Arrête, Jerry, de vouloir jouer au GM. Arrête de jouer avec ton joujou. C'est incroyable ce que tu as construit avec les Cowboys. C'est incroyable. Je crois que c'est la marque numéro un, peut-être avec le Real Madrid ou un truc dans le genre, dans le monde du sport. Mais putain, passe la main, quoi. C'est bon. Prends les décisions de président, pas GM. Petit coup de gueule qu'il fallait passer parce que c'est tellement le bordel à Dallas. Donc autant vous dire que oui, Steelers que Cowboys, je vais pas le suivre de près ce match. Je pense qu'on connaît déjà le résultat. Ce serait l'upset de la saison si les Cowboys arrivaient à gagner et j'y crois vraiment zéro. J'y crois 0%. On enchaîne, on a bientôt fini, on enchaîne avec les Dolphins qui se déplacent aux Cardinals. Deux équipes très intéressantes de cette saison, deux équipes vraiment kiffantes à regarder. Moi j'adore regarder. En NFL, je suis pas du tout le mec qui va regarder que les grandes franchises historiques, les Steelers, les Patriots, euh, les Packers, les Niners. Non, j'aime bien m'intéresser moi aux franchises un peu qui sont au milieu de tout ça et qui sont en train de monter des projets intéressants. Et c'est vraiment le cas en fait avec ces deux franchises qui, on parlait de Dallas, putain, c'est l'exact opposé quoi. C'est-à-dire que les Dolphins, ils ont embauché Brian Flores. Quel coach ça a l'air de être. Waouh, 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 waouh. Super coach. La défense, génial. Le backfield, tout simplement un des meilleurs secondaries de la ligue, si ce n'est le meilleur, avec Howard et Jones qui sont incroyables au poste de cornerback. On est vraiment sur... Ils sont en train de construire un truc incroyable chez les Dolphins. Ça marchait super bien avec Ryan Fitzpatrick, c'était une des feel-good stories de ce début de saison. Fitzmagic, donc, qui menait ses Dolphins. On sent en plus qu'il y a une belle unité chez eux, que les joueurs s'entendent super bien. Ils sont en train de monter quelque chose, quoi. Voilà, ça se sent. T'as les équipes où tu sens que c'est le bordel, et t'as les équipes où tu sens qu'ils sont en train de monter quelque chose. Évidemment, le gros changement chez les Dolphins, bah, c'est d'avoir mis Fitzmagic sur le banc et d'avoir inséré Tua qui, comme prévu, n'a pas lâché un premier match incroyable, mais ça, on s'y attendait, premier match rookie. La vraie question, et qui s'est posée chez certains médias cette semaine, c'est pourquoi les Dolphins ont fait ça et est-ce qu'ils ne feraient pas ça dans l'optique de auditionner, de tester Tua Tagovailoa, je crois que je l'ai bien prononcé, son nom de famille, qui est imprononçable. Est-ce qu'ils ne seraient pas en train de lui faire passer une audition parce qu'ils ont le pic de Houston qui pour l'instant a une seule victoire et que donc ils pourraient être amenés potentiellement à drafter dès la prochaine draft Justin Fields ou Trevor Lawrence dans le meilleur des cas ou même un autre quarterback qui émergerait de haut niveau. Je n'y crois pas. Je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment une chauffe des médias cette semaine là-dessus. Ils ont pris toi quand même au premier round cette année. Ils veulent construire autour de lui. J'ai bien aimé ce que j'ai vu sur certains lancers de toi. Il y avait la fameuse précision qu'on lui prétendait. Hein. Toi, on a toujours dit, voilà, il est petit, mais il n'est pas si mobile que ça. Il n'a pas un énorme bras, mais il est plutôt précis, même très précis. Et je l'ai vu sur certains lancers vraiment être très précis. J'ai trouvé ça assez encourageant. Je pense que ce gars-là, il faut lui laisser le temps. Il arrive dans une bonne situation. Ils sont un peu en train de rebuild la ligne offensive, donc c'est pas évident. Mais il arrive dans une bonne situation. Faut lui laisser le temps. Il n'a pas non plus, à part Devante Parker, un groupe de receveurs incroyable. On peut pas dire qu'il a un supporting cast de malade autour de lui. Mais ça va être intéressant évidemment de le regarder. On aura les projecteurs braqués sur lui et les yeux braqués sur lui. Et finalement, les Dolphins, bah, on a envie de dire l'exemple à suivre, c'est l'équipe que vous allez jouer, quoi. C'est les Cardinals, qui sont 5-2, donc 5 victoires de 2 défaites, dans certainement ce qui est la division la plus corsée de la NFL, hein, donc avec les Rams, avec les Seahawks, entre autres, notamment. Et donc c'est bien sûr la NFC West, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris, donc Rams, Seahawks, Niners et Cardinals.
Donc les Cardinals 5-2, Kyler Murray qui continue de progresser, Cliff Kingsbury, maintenant les Cards ont une des meilleures attaques de la ligue, notamment bien sûr grâce à DeAndre Hopkins, trade de grand fou malade qui restera dans les annales de la free agency, je pense, pour les années à venir. Ils, ils construisent le projet par l'attaque, ce qui est normal vu le coach. Ça se passe super bien. Moi, j'en attends encore un peu plus de Kyler Murray. Je suis pas à genoux devant Kyler Murray comme le sont la plupart des médias ou la plupart des suiveurs de la NFL. J'en attends encore un peu plus. Je trouve que sur certains lancers, parfois il manque un peu de bras, parfois il manque un peu de précision. Je trouve qu'il a tendance également à trop vite abandonner ses reads, à trop vite changer de receveur dans ses reads. Je suis. Bon, c'est un deuxième année, hein, le mec, donc faut être indulgent avec le gars. Mais je trouve ça pas mal ce qu'ils construisent chez Arizona. J'adore leur cornerback, je crois que c'est Byron Murphy. Patrick Peterson commence à se faire vieux. J'aurais pas été contre le trader à la trade deadline pour essayer de récupérer du gros pic. C'est un avis perso. Maintenant, je peux comprendre qu'on garde Patrick Peterson qui fait quand même partie des murs et qui a encore un gros niveau en tant que corner. Mais les Cardinals, très intéressant ce qu'ils sont en train de construire. J'ai du mal encore à les mettre en playoff. Premièrement parce que la division est quand même très très compliquée. Donc il y a des matchs très compliqués qui vont arriver hein, contre Seahawks, Niners, même s'ils sont blessés, les Rams. Enfin, ça, c'est pas facile. Ils ont l'avantage de jouer la NFC East, je crois. Donc ça, c'est toujours bon à prendre, hein, bien sûr. Donc en gros, ils vont jouer quatre équipes un peu en galère. Mais je sais pas, il me manque un truc. J'arrive pas à m'emballer sur cette équipe. C'est un peu comme les Colts, je sais pas pourquoi, ils sont à 5 victoires de défaite et j'ai du mal à m'emballer sur cette équipe. Si vous êtes dans le même cas, bah dites-moi pourquoi, parce que peut-être qu'en fait on a le même ressenti, j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus. Et pourtant, il y a beaucoup de fans de NFL qui s'emballent à mort sur les Cardinals et qui les voient aller très loin. J'ai encore un peu de mal. Euh, je sais pas. J'ai un peu peur en plus que Kyler Murray devienne trop dépendant de DeAndre Hopkins, comme ça avait pu être le cas à Houston pour Deshaun Watson, et que du coup ce soit un peu, même si c'est toujours un calvaire de le défendre, mais une attaque un peu plus prévisible. Et donc voilà, je sais, j'ai pas vraiment d'explication, mais j'en attends un peu plus des Cardinals encore. Enfin, j'en attends un peu plus. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent une saison à 12 victoires, hein. Je pense qu'ils peuvent accrocher une wild card. Mais pour tout vous dire, je suis même pas sûr qu'ils iront en post-season. Donc, à voir. Je pense que c'est un très bon test de jouer les Dolphins cette semaine. Euh, je sais pas, j'ai du mal à m'emballer sur cette équipe. J'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi. Et en fait, je pense que c'est plus de la déception par rapport à Cliff Kingsbury qu'on avait présenté vraiment comme un magicien de l'attaque. Faut savoir donc, que c'était le coach de Patrick Mahomes à Texas Tech. Et donc, on s'attendait à une attaque ultra explosive, ultra offensive avec lui. En plus, il avait vraiment handpick Kyler Murray, dégagé Josh Rosen, parce que vraiment, Kyler Murray, ça fitait complètement ce qu'il voulait faire. Et je suis un petit peu déçu par l'attaque des Cardinals. Voilà. Je m'attendais à un petit peu plus. Maintenant, ça reste quand même une très bonne équipe qui est très bien coachée. Et ce sera un bon test contre les Dolphins ce week-end. On passe au gros morceau. C'est ce dimanche, on va se régaler. Saints chez les Buccaneers. Chez les Bucks, Drew Brees contre Tom Brady. Oh là là, GOAT versus GOAT. Ou pas, hein, parce que le GOAT c'est quand même Tom Brady, mais bon, voilà, on s'est compris. Ce qui est assez marrant, donc, c'est que les deux, en ce moment, bah, chaque week-end, j'adore, ils mettent
sur les chaînes NFL, ils mettent Breaking news, Tom Brady bat le record de touchdown en carrière, il en est à 559. Il bat le record de Drew Brees qui était de 558. Puis ensuite, t'as Drew Brees qui joue. Breaking news, Drew Brees bat le record all-time de touchdown, il est 560. Il bat le record de Tom Brady. Enfin bref, les deux sont à un niveau absolument incroyable. Les Saints avaient remporté le premier match, mais c'était une autre époque. Je pense que depuis, les Bucks vraiment se sont trouvés en tant qu'équipe et c'était normal qu'il y ait un petit temps d'adaptation, notamment sans pré-saison. Maintenant, on a un Gronkowski qui est de retour, qui est vraiment redevenu le Gronk, quoi. Tellement dangereux pour les touchdowns, tellement dangereux dans la red zone et même qui fait le taf en tant que bloqueur sur les runs, le running game des Buccaneers avec Ronald Jones, Ro Jones, ça déroule. Il y a Mike Evans qui est là, Chris Godwin, Antonio Brown qui fera ses débuts. Je sais pas si on se rend compte de l'armada des Bucks, mais c'est effrayant. Et tout est en train de se mettre à cliquer. Même si le dernier match contre les Giants n'était pas top top, mais je le répète, la défense des Giants c'est vraiment vraiment pas dégueu. Ça avait tout du match piège et ils ont su gagner mochement. Ça fait aussi partie des grandes équipes. Mais vraiment, les Bucks, tout est en train de cliquer en attaque. La défense, elle est incroyable. Tout ça, c'est coaché par Todd Bowles, qui pour moi avait fait vraiment du très bon taf aux Jets. Et on voit à quel point c'est dur de faire du bon taf aux Jets, hein, tellement ce club est dysfonctionnel au possible. Pour moi, Todd Bowles sera head coach à l'avenir. Je ne sais pas si ce sera dès l'année prochaine ou dans les années futures, mais il a le niveau head coach. En tout cas, défensivement, c'est du très haut niveau. Le pass rush, Jason Pierre-Paul qui fait le taf, Enda Kong-Su. Oh là là, Shaquille Barrett, il y en a de partout. Derrière, du coup, on a un secondary. Les gars, c'est des ball hawks, comme on dit. Donc, c'est vraiment des mecs orientés vers le ballon, très portés sur les interceptions. Je connaissais pas du tout Carlton Davis ni Jamal Dean, mais vraiment, ça sort de nulle part et c'est à un niveau exceptionnel. Donc, on a une défense de très haut niveau. Tu donnes une défense de très haut niveau à Tom Brady, quelle que soit l'équipe, déjà, c'est dangereux. Mais si en plus, de l'autre côté, en attaque, t'as Gronkowski qui retrouve son niveau, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown et un running game de haut niveau, ouh, t'es dans la merde. Les Bucks sont 6-2. Je sais pas s'ils vont reperdre un match. Peut-être contre les Chiefs parce qu'ils vont jouer les Chiefs. Mais enfin, à mon avis, enfin pour moi, c'est la meilleure équipe actuellement dans la NFC. C'est la meilleure équipe de leur conférence. Je les vois gagner contre les Saints. Toutefois, attention les Saints. Ceux qui disent oui, les Saints, ils sont dans un slump, ça va moins bien qu'avant, etc. Drew Brees, machin, ils galèrent. Attention, on était sur des Saints sans Michael Thomas. Il est de retour. Kent Guard Mike, ça, hein, c'est son nom sur Twitter et c'est assez éloquent. Putain, c'est le meilleur receveur de la NFL. Qu'on se le dise. Sur les 2-3 dernières années, c'est le meilleur receveur de la NFL qui revient jouer avec Drew Brees. Donc attention à ceux qui critiquaient les Saints et notamment leur attaque. Ce qu'on entendait, oui, c'est du dink and dunk, ça va pas au-delà de 10 yards. Attention, retour de Michael Thomas. Emmanuel Sanders au poste de receveur numéro 2, là où il excelle. Alvin Kamara, c'est aussi la belle surprise, j'avais un peu commencé à l'enterrer, c'est la belle surprise de ce début de saison côté Saints, il est de retour à un niveau exceptionnel, c'est une arme destructrice, vraiment là les Saints, ils ont une équipe de très haut niveau à tous les étages, la défense fait le taf, notamment depuis le retour de Marcus Davenport, hein. Donc vraiment, on va avoir un match de très très haut niveau. Je vois les Saints finir en wild card et je vois les Bucks finir au Super Bowl. Ça ne veut pas dire que les Bucks vont forcément éclater les Saints ce dimanche. Je les vois gagner, certes. Je ne serais pas non plus surpris de voir les Saints partir avec la victoire. Voilà. Il y a vraiment deux très gros rosters de chaque équipe, de chaque côté, pardon, autant en attaque qu'en défense. Marshall Latimore que je trouve vraiment moins bon qu'avant.
Mais pour autant, il est bien aidé par les deux safeties, hein, notamment Williams qui fait un gros taf. Et puis, c'est aussi l'affrontement de deux top coachs, quoi. Bruce Arians et Sean Payton, quand même. Enfin, là, vraiment, c'est un énorme match. On a eu des matchs en prime time récemment qui étaient pas top, tant au niveau du suspense qu'au niveau de l'affiche. Souvent, c'était à cause des blessures, hein, pas forcément à cause des clubs qui jouait. Mais là, waouh, on est sur le haut du panier. Drew Brees contre Tom Brady. Putain, Tommy qui est revenu à un niveau incroyable. Le mec, il a 40 ans. Il continue de jouer. Il continue d'éclater des petits gamins. Il a un niveau incroyable. Il s'est limite replacé dans la course MVP, même si, bon, est-ce qu'il y a vraiment une course, hein, vu le niveau de Russell Wilson. Mais c'est vraiment incroyable. Drew Brees, pareil, on le définit. Drew Brees, c'est toujours pareil. Il enchaîne de mauvais matchs. On dit, ah ouais, mais putain, il a plus de bras. Il peut pas lancer la balle à plus de 20 yards. Match d'après, il fait 3 touchdowns de plus de 20 yards, tu sais pas comment. Donc là, on est sur la crème de la crème, le haut du panier. Ça va être un énorme match. On va clairement se le regarder en direct, même si c'est à 2h20. On va se faire un gros kiff. Du talent à tous les étages, des gros coachs. Finalement, très peu de questions, deux clubs qui se posent très peu de questions, hein. On s'est posé des questions quasiment pour chaque équipe, pour chaque match. C'était un peu le but aussi de ce podcast, c'était de se poser des questions pour chaque match et pour chaque équipe. Il n'y a pas vraiment de grosses questions. Chez les Bucks, c'est comment va s'intégrer Antonio Brown, quoi. Excusez-moi de la question. Comment va s'intégrer le mec qui est peut-être le meilleur receveur des années 2010 avec Julio Jones? Il y a débat. Si vous choisissez Jones, je comprends. Si vous choisissez Brown, je comprends. Mais la question des Bucks en ce moment, c'est comment on va faire pour intégrer Antonio Brown derrière Mike Evans, Chris Godwin et Rob Gronkowski. Excusez-moi, quoi. La question des Saints, c'est comment on fait? Il y a Michael Thomas qui revient. On fait comment du coup pour Alvin Kamara? Non mais MDR. Et allô, enfin, je pense que ça va être un grand spectacle. Je pense que les Saints vont vraiment, même s'il y a des fêtes contre les Bucks, vont vraiment se ressaisir avec l'arrivée de Mike Thomas. On se rend pas compte d'à quel point ça peut être fondateur. Je veux dire, on parlait des Cards juste avant, les Cardinals avec DeAndre Hopkins. Mais putain, c'est Michael Thomas qui revient, quoi. Je suis super excité à l'idée de regarder ce match, super excité à l'idée de voir le retour de Michael Thomas. Ça me ferait grave kiffer. J'ai aucun parti pris dans ce match. J'adore les deux quarterbacks, ces deux équipes, j'adore les deux stories. Et ça me ferait tellement kiffer que Michael Thomas revienne, qu'il mette un gros coup de poing sur la table et qu'il dise non mais attendez, Mike Evans, tu me parles de Antonio Brown, machin. Non, moi je suis Michael Thomas, mec. On est en 2020 et le meilleur receveur de la ligue, c'est moi. Voilà. Et je te claque un match énorme en étant super clutch. Je pense que ça peut faire beaucoup de bien aussi à Alvin Kamara dans le passing game d'avoir le retour de Mike Thomas avec Emmanuel Sanders. Attention, c'était le truc qui manquait, je pense, aux Saints ces dernières années dans leur roster d'un point de vue offensif. C'était un vrai receveur numéro 2 à mettre à côté de Mike Thomas. Ils l'ont. Donc les Saints sont pas du tout donnés perdants forcément dans ce match. Ça va être énorme, ça va être un régal. On va en prendre plein les yeux. Goat versus Goat. Antonio Brown le retour. Michael Thomas le retour. Alvin Kamara d'un côté. Gronkowski de l'autre. Ronald Jones. Bruce Arians. Sean Payton. Il y a de la star de partout. C'est un vrai régal qui nous attend. Ce sera dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20. Les gars, on se mate ça en direct pour pouvoir en parler dès le lendemain sur les réseaux. Parce que là, c'est un des matchs de l'année, quoi. C'est un des matchs de l'année. On va pas se mentir, quand Tom Brady a signé chez les Bucks, putain, on se l'est tous dit, quoi. On s'est tous dit, yes, on va se manger des brises contre Brady, ça va être un bonheur. Et là, c'est en prime time, c'est génial. Il manquera juste le public, quoique je crois qu'ils ont de nouveau un peu de public chez les Bucks. 12% ou 25%, je sais jamais, de la capacité du stade. Donc voilà, grosse régalade. On finit avec le dernier match. Alors là aussi, on est en prime time, c'est Monday Night Football. Par contre, ça va être moins kiffant, je préfère vous le dire tout de suite. C'est-à-dire que c'est les Jets qui sont à 0 victoire, qui reçoivent les Patriots à 2 victoires. Wouh, enjoy. Petit point sur les Jets, c'est le bordel. Voilà, fin du point sur les Jets. Non, je rigole. Les Jets,
c'est la merde, quoi. À tous les étages. C'est tellement la merde, en fait, qu'on se pose la question sur Sam Darnold, qui clairement pour l'instant n'est pas au niveau, mais c'est tellement horrible tout ce qu'il y a autour de lui, qu'on se dit, putain, il a vraiment pas le niveau, ou juste c'est les Jets? C'est une vraie question en ce moment à New York, hein. C'est est-ce que les Jets sont en train de fuck up Sam Darnold? Et il se dit, notamment du côté des Niners, hein, qui cherchent peut-être à se séparer de Garoppolo, qu'on verrait d'un bon oeil un petit trade pour récupérer Sam Darnold, qui était quand même pick numéro 3 de la draft il y a de ça encore 2 ans et annoncé comme le top prospect. Bon, les Cleveland Browns avaient pris Baker Mayfield en partie parce que c'était John Dorsey à l'époque, le GM, et qu'on sait que c'est un mec qui aimait bien les splash, comme on dit, quoi, en free agency, et qui aimait bien marquer le coup, et qui est un mec qui marchait beaucoup au swag, etc., entre guillemets. Donc il avait pris Baker, qui cochait toutes ces cases-là. Le prospect numéro un de cette draft à la base, c'était Sam Darnold. Le gars, est-ce que les Jets sont en train de le fucked up complètement? C'est la question. Je pense que du côté des Jets, on regarde très fort la prochaine draft en se disant on va changer la franchise, on va prendre Trevor Lawrence et ça va tout changer. Mais putain, les gars, est-ce que même en prenant un talent générationnel comme Trevor Lawrence, vous allez tout changer? C'est pas sûr. C'est le bordel. C'est pas géré. Adam Gase, ça fait longtemps qu'il aurait dû être viré. C'était peut-être un bon coordinateur offensif à l'époque de Peyton Manning chez les Broncos, hein, faut quand même préciser. Depuis, c'est cagade sur cagade. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien dans cette équipe. Il n'y a même pas un sentiment de révolte. La défense est atroce. L'attaque l'est d'autant plus. Je veux dire, Darnold, son receveur numéro un, c'est Jamison Crowder, quoi. Je l'aime bien, mais c'est un slot receveur à la base. Le mec, il doit être numéro 3 dans une équipe. C'est terrible. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que pour chaque joueur qui aurait un potentiel de talent chez les Jets, on a l'impression qu'en fait, ils peuvent pas parce qu'ils sont aux Jets. Parce que le club est mal géré de A à Z. La seule satisfaction des Jets, c'est Mekhi Becton, qui était leur premier tour de draft cette année, le left tackle, et qui fait un super début de saison. Super début de saison, donc c'est vraiment la seule satisfaction. Le mec, c'est un putain de mammouth, le gars, c'est un géant. Et en plus, plus de ça, il est plutôt technique et il bloque très bien. Donc c'est cool, ils ont solidifié le poste de left tackle qui est quand même super important pour le quarterback. Le seul problème, c'est qu'ils ne savent pas si leur quarterback est bon, tellement ils ont mis de la merde autour de lui. Bravo les Jets. Donc tout ça en prime time contre des Patriots qui sont complètement à la dérive. Alors les pauvres, ils ont eu tellement de opt-out parce que cette année on pouvait opt-out à cause du Covid si on ne se sentait pas de jouer la saison. Il y a à peu près la moitié des titulaires, notamment en défense, des gars comme Dante Hightower, je crois qu'il y a les frères McCourty ou en tout cas un des deux qui a décidé de opt-out. Donc ils se sont retrouvés un peu décimés. En plus de ça, bah, évidemment, départ de Tom Brady, Cam Newton. On a cru que ça marcherait au début. On voit clairement ses limitations en termes de passeurs. En termes de run, ça va. Il y avait Josh McDaniels au début de saison qui s'excitait comme un dingue. Je vais pouvoir faire enfin l'attaque dont j'ai toujours rêvé, etc. Super créatif, machin. Au final, ça marche pas. Et je veux dire, le meilleur résumé pour moi de ces Pats, c'est le dernier match contre les Bills où jamais, jamais, si ça avait été Tom Brady, il fait un fumble comme ça dans le Money Time. Jamais. Donc, pour moi, on voyait là vraiment la différence entre Cam Newton et Tom Brady et ce que ça peut amener pour ce club, ce que ça peut générer pour le reste de l'équipe. Je veux dire, Tom Brady, c'est un putain de leader, c'est une putain de légende. Le mec, genre, comme il l'explique à un moment donné, s'il dit à un gars, même à un premier tour de draft, tu fermes ta gueule et tu taffes, le mec, il taffe, quoi. Là, c'est Cam Newton. Il a le mérite de s'être mis complètement dans le mood des Patriots, hein, donc do your job, pas de vague. En même temps, il a bien compris que c'était une de ses dernières chances en NFL. Ça marche pas. Je pense que c'est pas dans l'esprit des Patriots de tanker et de penser à la prochaine draft, donc ils vont essayer de gratter des victoires et ils vont clairement essayer de gratter cette victoire contre les Jets. Maintenant, la saison des Patriots, est-ce qu'ils peuvent choper une wildcard? Ça paraît très compliqué.
C'est quoi l'avenir? C'est choper un quarterback. Je parlais de Sam Darnold qui joue demain et de le choper via un trade. C'est de choper un quarterback par la draft. Ce sera compliqué parce que c'est les Patriots et que du coup ils vont quand même se démerder pour choper quelques victoires en cours de route. En tout cas, ce sera pas le match de l'année. On va se le regarder évidemment hein, parce qu'on est fan, mais ce sera pas le match de l'année. Je sais même pas quoi regarder en fait dans ce match. Dans le sens où les Jets, qu'est-ce que tu veux regarder chez les Jets? Voir si Sam Darnold progresse, comment tu veux qu'il progresse? Et qu'est-ce que tu veux regarder chez les Patriots? Voir si Cam Newton d'un coup a une renaissance. Je crois que Cam Newton, malheureusement, va falloir tourner la page. Et les Patriots, il y a la moitié des gars qui sont soit sur la liste du Covid, parce qu'ils ont décidé de ne pas jouer la saison, soit blessés, soit tout simplement pas au niveau. Bill Belichick commence à faire de plus en plus de déclats un peu étranges qui sont pas du tout dans le mood des Patriots. Donc on commence dans les médias à se poser la question, est-ce qu'il n'est pas en train de poser les pierres pour des trades futurs, pour aller choper un quarterback dans la draft? On ne sait pas. Franchement, ça va pas être le match de l'année et c'est assez déprimant de dire ça en parlant des Patriots qui passent quand même du juggernaut absolu à une équipe complètement lambda, quoi. À qui fait peur à qui font peur les Patriots aujourd'hui? C'est une vraie question, franchement. Et trouver des victoires pour les Patriots dans leur calendrier, c'est possible parce que bah, ça reste une équipe coachée par Bill Belichick, donc faut pas déconner quand même. Ça, ce sera toujours bien coaché, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, surtout dans une division où les Dolphins ont trouvé un certain niveau et où les Bills sont clairement focus sur gagner la division et montrer que ce sont les nouveaux patrons de la AFC East. Donc voilà pour le petit tour général de tous les matchs. On a tout passé en revue. On s'est régalé à faire ça. Ça fait 3 heures que je parle. C'est assez fou. Mais j'ai pas pris une ride. Et c'était un vrai bonheur en tout cas de partager tout ça, balancer toutes vos questions sur les réseaux, dans les commentaires YouTube et autres, sur toutes les plateformes de podcast. J'essaierai de répondre au maximum de questions lors du prochain podcast. On se retrouve bah, pour un débrief de cette journée. Ce sera donc a priori mardi ou mercredi. Je posterai un nouveau podcast pour débriefer la journée et annoncer la journée numéro 10. Grosse journée, il y a vraiment des très très beaux matchs. On va se régaler. Seahawks, Bills, Ravens, Colts. Ce petit Panthers Chiefs qui me fait bien kiffer. La défense des Bears contre les Titans. Les Cowboys contre les Steelers, non je déconne. Et bien sûr le gros match, les Saints contre les Bucks dimanche. Ça va être un vrai régal pour les yeux. Je vous laisse. Bonne journée à vous si vous écoutez ça le matin. Bonne soirée si vous écoutez ça le soir. Bonne nuit si vous êtes déjà en train de dormir. Et bonne vaisselle pour ceux qui font la vaisselle. La bise.